Les hedge funds se mettent à investir dans les startups. Oui, je me rappelle très bien. C'est 2020-2021, ça. Exactement, 2020-2021. Et ils font ce qu'ils font, mais globalement, ils font n'importe quoi. Et en fait, ils déséquilibrent cet écosystème parce qu'en fait, des boîtes très très jeunes peuvent lever des montants complètement débiles. Ce qui font qu'en fait, t'as un peu des fausses boîtes qui font n'importe quoi, qui dépensent énormément d'argent, mais qui du coup, à côté, deviennent des concurrentes avec infiniment plus de moyens de vraies boîtes qui ont créé de la valeur. Alors, aussi en levant de l'argent, mais on va dire dans des systèmes plus raisonnables avec quand même ils ont détruit énormément de choses, on peut le dire, hein, très clairement, les Tiger, les Insight, etc. En plus de ne pas gagner d'argent et d'en perdre beaucoup, ces gens-là, et en faire perdre beaucoup à leurs investisseurs, ils ont aussi effectivement complètement déstabilisé des écosystèmes et fait du tort à des gens qui faisaient des business qui étaient avec des bons fondamentaux. Est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient ? C'est la question qui m'obsède depuis toujours. Pour y répondre, j'ai décidé d'échanger avec celles et ceux qui, comme moi, se sont lancés une première fois et ont été assez fous pour le refaire une deuxième. Je m'appelle Thibaut Elzière et je suis entrepreneur depuis 20 ans. En 2011, j'ai cofondé Exa, le premier startup studio d'Europe, pour créer plusieurs startups en parallèle avec des entrepreneurs exceptionnels. Once you are lucky, twice you are good. Bonjour Julien. Bonjour Thibaut. Je suis extrêmement content de t'accueillir aujourd'hui pour cette première version vidéo de notre podcast Twice. Et je suis doublement heureux de t'accueillir parce que, Grantin, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ton aventure Frishti pendant tout le long. Ça a été une grande aventure qui a fait beaucoup parler d'elle et qui a fait beaucoup rêver. Et donc, j'aimerais bien revenir sur ce sujet-là. Et deuxièmement, ta deuxième aventure m'intéresse particulièrement, ton aventure Cellar dans l'hospitalité, tu nous raconteras, parce qu'elle se rapproche un peu de mes amours. Moi aussi, j'ai lancé avec mon frère Iconic House dans l'hospitalité. Donc, je jongle à la fois entre la tech et l'hospitalité. Et c'est des sujets que j'aimerais bien aborder avec toi. Et il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement, un peu plus que tous, c'est comment on devient entrepreneur. Est-ce que c'est quelque chose d'inné ? Est-ce que c'est quelque chose d'acquis ? Et c'est dans ce podcast que j'essaie de comprendre. Et du coup, j'aimerais bien qu'on revienne tout au début et comprendre ce qui t'a rendu entrepreneur. Quel est ce moment où tu as décidé d'entreprendre, de te lancer, de te mettre à ton compte et de lancer ta propre aventure ? À quel moment ça s'est passé ? Est-ce que c'est parce que est-ce que ça vient de tes parents ? Est-ce que tu l'as décidé du jour au lendemain ? Est-ce que ça a pris du temps ? Est-ce que ça a maturé ? Comprendre un petit peu comment ça s'est passé. La genèse. La genèse, exactement. Effectivement, j'ai pas eu de déclic parce que je pense que c'est assez inné chez moi. Déjà, j'ai des parents qui effectivement sont entrepreneurs. Alors pas du tout dans le même milieu, ils sont plutôt profession libérale, médecins, biologistes, etc. Mais pour autant, j'ai toujours baigné en voyant mes parents faire leurs propres choix, gérer leur entreprise, avoir beaucoup de liberté, beaucoup de contraintes aussi. Mais avoir j'ai vraiment baigné dans cette idée finalement. Je trouvais ça naturel. En plus, mes parents travaillaient ensemble, ce que j'ai aussi reproduit. Donc un biologiste et... deux biologistes. Ils avaient des laboratoires d'analyse médicale. En fait, ils avaient une formation scientifique, donc c'était pas des chefs d'entreprise, mais un peu malgré eux, ils sont devenus chefs d'entreprise, puisque un labo, c'est des employés, c'est beaucoup de choses à gérer économiques. Je n'ai jamais rien compris à la science. Ils étaient désespérés de me voir aussi nulle en SVT et en physique. En revanche, les conversations qu'ils pouvaient avoir sur où est-ce qu'ils devaient emmener leur boîte, comment gérer leurs équipes, etc. C'était mon lot quotidien avec mon frère du dîner tous les soirs. En fait, il nous partageait tout ça. Donc, j'ai toujours trouvé ça extrêmement naturel. Donc, il n'était pas vraiment de frontière, zéro frontière entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. C'était une vie à proprement parler. Comme j'en ai mise vraiment littéralement aucune. Et en fait, j'aime ça parce que je suis passionnée par ce que je fais et j'adore l'idée de ne pas avoir de frontières entre ma vie pro et ma vie perso. On n'a qu'une vie finalement. On n'a qu'une vie et donc je veux vivre de ce qui me passionne et de créer des choses. Et voilà, j'aime pas cette idée de case, même si bien sûr après il faut savoir couper. Enfin, on peut en reparler sur l'équilibre vie pro, vie perso. Mais donc en tout cas, la jeunesse, c'est évident, très inspirée par mes parents. C'était cette autonomie aussi, cette liberté, la possibilité d'organiser son agenda et de pas avoir de boss. C'est ça. Oui, exactement. Et je pense qu'il résonne particulièrement par rapport à après mon caractère, parce que je pense qu'ils auraient pu avoir d'autres enfants avec d'autres caractères. Je suis profondément rebelle dans la vie. J'aime pas qu'on m'impose des règles.
des règles que je comprends ou que je comprends pas, mais j'aime créer mon propre cadre. J'aime bien faire un petit peu différemment. Enfin, même complètement différemment. L'idée de devoir suivre un chemin tracé, pour moi, c'est comme... ça m'angoisse profondément, en fait. C'est comme une autoroute jusqu'à la mort. Tu sais qu'on retrouve souvent ça chez les entrepreneurs. Parfois, on associe l'entrepreneuriat à vouloir réinventer le monde, inventer de nouvelles idées. Et puis, finalement, à force de parler avec beaucoup d'entrepreneurs, je réalise qu'il y a beaucoup de gens qui font un peu entrepreneur par défaut parce qu'ils pouvaient pas travailler pour quelqu'un d'autre, d'une part, et qui voulaient avoir une propre autonomie, une manière d'inventer le monde à leur image et de pas se faire contraindre. C'est un peu ce qui t'est arrivé. Exactement. Et pourtant, après tes études, tu as choisi de rejoindre en tant qu'employé une entreprise, c'est ça? Oui, alors j'ai rejoint une entreprise très jeune parce qu'elle avait moins de 10 salariés. Donc effectivement, c'était la première boîte de celui qui est ensuite devenu mon associé, mon conjoint, le papa de mes enfants, etc. Et qui a été une expérience extrêmement... et effectivement, futur associé de mes prochaines boîtes, une expérience qui a été très proche de l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai qu'en sortant de mes études, je me suis posé la question de est-ce que je monte tout de suite ma boîte ou est-ce que je vais un peu apprendre chez d'autres. J'ai longuement hésité. Et puis finalement, cette opportunité s'est présentée et c'était tellement passionnant et entrepreneurial comme expérience que je m'y suis assez vite retrouvée. Mais quelques mois avant, j'avais fait un stage, par exemple, chez Procter & Gamble, qui est une boîte donc, de plusieurs dizaines de milliers d'employés, donc, extrêmement normée. L'anti-entrepreneuriat. J'ai appris énormément, j'ai rencontré des gens géniaux. Et j'ai appris vraiment des méthodes de travail top, mais parce qu'après, il faut apprendre aussi à se fixer son propre cadre. En fait, l'entrepreneuriat, c'est pas la liberté non plus totale, c'est juste se fixer ses règles. Mais c'est vrai que j'avais une angoisse profonde qu'on me fasse une remarque parce que j'arrivais à 9h10 plutôt qu'à 9h. Je me disais, mais pourquoi ? Enfin, quel est l'intérêt de cette remarque ? Mais c'est quoi le sens de... Et au-delà du fait d'être dans des enjeux plus politiques, plus... Voilà, c'est juste radicalement différent. Ça ne correspondait pas du tout à ma personnalité. Et je dirais tout de même le troisième facteur, c'est que... oui, j'ai toujours aimé créer des choses. Moi, mes jeux, quand j'étais petite, c'était d'inventer des restaurants, des hôtels. J'ai créé des associations quand j'étais en école. J'ai créé un prix littéraire. Donc, c'est vrai que créer le monde et le façonner, ou en tout cas, y contribuer évidemment à ma mesure, plutôt que en être uniquement utilisaeur, m'a toujours vachement stimulée, quoi. Donc chez toi, c'est plutôt inné, ça remonte à donc très, c'est très, assez très inné, longtemps. j'ai pas du tout rationalisé ce choix, c'était même... En fait, je pouvais pas faire autrement, c'était totalement... Voilà, ce n'est pas une décision hyper rationnelle, pesée, puisque j'ai quasiment pas connu le salariat. Ouais. Ah, je dirais quand même un quatrième critère, c'est un rapport au risque, qui, je pense, assez différent de beaucoup de celui de mes amis qui ont choisi d'autres voies. Ça veut dire beaucoup quand même d'inconscience. Ou en tout cas, pas beaucoup de naïveté. Naïveté, candeur, et pas beaucoup de peur. En fait, j'ai une capacité quand même à me dire, j'y vais, ça ne m'empêche pas de dormir. Et bien sûr, il y a des risques, on a envie que ça réussisse, on prend parfois des risques financiers, mais j'ai l'impression que je vois ces montagnes beaucoup moins grosses qu'elles ne le sont en réalité, là où des gens qui seraient plus averses au risque les voient très hautes. Donc quand même, voilà, un rapport au risque et au pire, il se passe plein de choses déjà négatives. Très tôt, mais beaucoup de caractéristiques qui faisaient ce qu'on définit chez les entrepreneurs aujourd'hui, quoi. C'est arrivé très très tôt. Ouais. Et donc tu fais ce stage chez Procter, tu comprends que c'est vraiment pas ça vers là où tu veux aller. Tu te retrouves donc après tes études et là tu décides de monter une boîte. Parce que je pense que ça parle à beaucoup de gens. À quel moment on décide plutôt de lancer sa boîte plutôt que de rejoindre une boîte existante? Comment ça s'est fait naturellement? Et c'était une option que tu t'es posée? Tu n'avais pas d'idée? Comment J'ai d'abord choisi de rejoindre une boîte existante. Donc je suis sortie de la majeure entrepreneur. J'avais le choix de soit rejoindre une boîte en tant que bras droit d'un dirigeant, soit de monter ma propre boîte. Je décide initialement de créer ma propre start-up avec une amie qui me plante un peu au dernier moment. D'accord. Donc, et grand bien lui en a fait, puisque je pense que l'idée était mauvaise et qu'on se serait planté dans les grandes largeurs, ce qui n'aurait pas été dramatique. C'était autour de quoi? De quel genre d'idée? Alors, c'était du financement participatif de restaurants et de bars, qui partait d'un concept que tout le monde rêve d'être restaurateur ou
enfin voilà, d'avoir un lieu et que ça fait rêver tout le monde, mais Tout t'as le monde pas a envie envie d'en d'avoir son avoir les restaurant, son contraintes hôtel, ou ouais. t'as pas envie d'en faire ton métier. Et à l'inverse, t'as des professionnels qui ont du mal à trouver des fonds. Bref. Donc c'était cette idée-là et à l'époque où en fait le financement collaboratif existait même à peine. Voilà, donc c'était, je pense, une idée qui n'avait pas de business model. Je suis ravie de ne pas être allée là-dedans. Pour autant, donc elle me plante. Donc je trouve ce stage un peu dernière minute de stage bras droit. Et puis du coup, je fais la rencontre de Quentin. Et là, Chez chez Jolibox Jolibox, à l'époque, ouais. qui est ensuite devenu Birchbox. Tu peux nous raconter en quelques mots, ça faisait quoi exactement? Donc c'était un e-commerce de produits de beauté qui avait un modèle un peu particulier puisque on te permettait de tester des produits de beauté et de savoir s'ils te correspondaient en t'envoyant des box chaque mois. Donc tu t'inscrivais à une box que tu recevais régulièrement, voilà. Tu testais, tu renvoyais. Tu testais et si tu pouvais acheter les produits en taille normale s'ils t'avaient plu et voilà. Et c'était assez vertueux parce que vous aviez les produits, les échantillons gratuits par les marques. Oui. Et donc, ça ne vous coûtait rien globalement d'envoyer vos box. Alors finalement, en fait, il a quand même fallu les payer à un moment donné, vu les volumes. Mais effectivement, c'était quand même très vertueux. On était en quelle année à peu près là? Là, on était en 2012. 2012. Donc quand même le début de la démocratisation de l'e-commerce. Il y avait pas... Et quand même une nouvelle forme d'e-commerce qu'on a appelé, qui s'appelait Discovery Commerce, dans l'idée de... Comment tu fais en sorte que les gens puissent quand même tester alors qu'ils sont pas dans une boutique, qu'ils n'ont pas de conseils. Donc, comment tu fais de la curation. Enfin, plein d'enjeux aussi quand même de marques, de conseils, de faire de l'e-commerce un peu différemment. Et ça a été une expérience passionnante parce qu'il a fallu tout inventer, créer tous les départements, qu'on a fait de la croissance externe, comment tu intègres des équipes. Ensuite, on s'est fait nous-mêmes plus ou moins racheter par une boîte américaine. Birchbox en l'occurrence. Birchbox en l'occurrence, comment tu t'intègres. Voilà, je me suis pas ennuyée en 2 ans et demi. Oh, c'est ça, tu es resté 2 ans et demi chez Birchbox, et vous avez, chez Jolibox, et vous avez vécu vraiment l'ascension fulgurante d'une startup e-commerce. Tu peux nous donner peut-être un peu des chiffres pour donner des ordres de grandeur Alors franchement, ça fait le tellement nombre de temps. boîtes, et en plus, ça fait 15 ans. Mémoire des chiffres, mais si tu savais, catastrophique, c'est pour ça que... Mais ça a dû être un grand succès, parce que je me rappelle que tout le monde ne jurait que par Jolibox. Il me semble que ça faisait à la fin, au bout de 3 ans, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, tu avais des dizaines de milliers d'abonnés, si ce n'est centaines de milliers. Enfin, c'était un vrai succès B2C. On était présents dans 4 pays, au-delà des États-Unis, hein, la France, la Belgique, l'Espagne et l'Angleterre. Donc voilà, ça a été une aventure à 1000 à l'heure avec... Quentin avait créé ça quelques mois à peine avant que tu arrives. Exactement, 1 an avant, avec 4 autres associés. Okay. Donc ils étaient 5 associés, lui était CEO du projet. Et donc voilà, moi j'ai rejoint en tant qu'au début stage bras droit. Ce qui est très rigolo, c'est que je l'avais rencontré quelques mois avant et je sortais d'un stage dans un fonds de venture capital. Et une amie nous a présenté. Ouais. Donc, tu as un peu tout testé, le corporate, le venture capital. Ouais. Mais en fait, quand même, avec en tête l'idée de devenir entrepreneur. L'idée d'aller chez Procter, c'était quand même d'apprendre à faire du marketing. L'idée d'aller en VC, c'était de comprendre comment un VC réfléchissait et comment on construisait un business model et comment moi j'allais pouvoir. C'est une très bonne idée. Ouais. Voilà. Donc, ça t'a aidé après ou pas de comprendre l'envers du décor? Oui, bien sûr, évidemment, ça m'a aidé. Et bref, donc je deviens bras droit de Quentin et je pense que c'est aussi cette rencontre qui m'a. Enfin, il y a eu évidemment le contexte de croissance de la boîte, mais on a eu vraiment un coup de foot professionnel avant d'avoir un coup de foot personnel et on s'est extrêmement bien entendu et on a. Voilà, c'était 2 ans et demi absolument génial à ses côtés. Donc là, les Américains viennent vous voir. Comment ça se passe exactement? On aime bien savoir un petit peu les détails des acquisitions, parce qu'il n'y a pas énormément d'acquisitions en France. À l'époque, j'ai quand même été moins dans les petits papiers. J'étais pas cofondatrice. Bon, j'étais... Mais effectivement, assez vite, comme on faisait de la croissance externe, il y avait 4 pays pour les Américaines, pour les 2 cofondatrices américaines, c'était hyper intéressant de mettre un pied en Europe directement dans 4 pays. Et du coup, c'était plus une fusion qu'un vrai rachat, en fait. Et c'est à l'époque, si je me rappelle bien, du début de Rocket Internet, qui copiait tous les business américains. Ils ont copié Birchbox, oui. OK, pour les amener en Europe. Et les Américains avaient très, très, très peur. Et donc, voulaient s'installer très rapidement sur le continent européen.
européens et faisait soit cherchait des general managers, soit faisait des acquisitions. Et donc, c'est dans ce cadre-là, globalement, que finalement, peut-être que Birchbox a accéléré sa croissance européenne en vous achetant. Oui, complètement. C'était qui le concurrent Glossybox. Ah oui, Glossybox, évidemment. Ça, c'était la copie. C'est tellement une autre époque, en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'époque de je me verrais honnêtement plus travailler pour un business qui vend des échantillons de produits de beauté, du plastique, du carton, pour toujours plus... Enfin, voilà, j'ai pas de problème, j'utilise des produits de beauté, mais je pense que c'est une autre époque, avec des choses qui ont été très à la mode à un moment et qui sont moins d'actualité aujourd'hui. Donc, l'acquisition se passe. Au bout de 2 ans et demi, Quentin, ça faisait 3 ou 4 ans qu'il avait lancé sa boîte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez un temps de pause, vous réfléchissez à une idée et vous y allez? Là, ça me démange quand même de me dire, bon, je ne l'ai pas fait juste en sortant d'école. Là, j'ai appris plein de choses. J'ai envie de monter ma boîte. Et j'ai l'opportunité de monter... et j'ai toujours eu beaucoup d'attrait quand même pour le B2C, pour le lifestyle. J'avais toujours cette idée de resto en tête. Je te l'ai dit, c'était... voilà, je savais qu'à 4 ans, je savais comment allait s'appeler mon restaurant. Il devait s'appeler Un filet d'huile d'olive. Donc, j'avais quand même ce rêve en tête. Okay. Donc, je décide de monter un resto avec en tête l'idée de monter... Il existera un jour, celui-là, non? Un filet d'huile d'olive? Peut-être. De monter un groupe de restauration, mais il fallait bien commencer par un resto. Donc, je m'associais à quelqu'un de la restauration qui avait ce fonds de commerce un peu incroyable. Et alors là, on est en train déjà de nous raconter l'histoire de Frichti, c'est ça? Non, pas du tout, pas du tout. Entre les deux, je quitte, je m'associe à quelqu'un d'autre, en test, et je me dis, allez, je me donne 6 mois pour monter un resto. Donc la boîte est vendue, Birchbox, Quentin... Moi, je pars, Quentin reste chez Birchbox. Ok, et toi, tu lances? Et moi, je décide que c'est le moment... que voilà, j'ai fait le tour chez Birchbox, et c'est le moment de prendre mon envol. Ça avait toujours été mon plan, quoi, de monter un jour ma boîte. Plus, c'était vraiment les conditions. J'ai eu cette opportunité, les conditions étaient réunies, je me lance. Et voilà, finalement, ça ne m'a pas plu du tout, parce qu'une expérience très, très enrichissante, extrêmement dure physiquement et puis, très, très vite empêtrée dans des problèmes opérationnels par manque de préparation. Donc, au bout de 6 mois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Je me retrouve à minuit sur les quais de Seine, à servir des cocktails. Donc, tu vas jusqu'au bout du projet, tu trouves un lieu, tu l'aménages, tu recrutes un chef et tu lances ton resto. Voilà, avec un associé qui, lui, avait ce fonds de commerce. Enfin, finalement, je saisis une opportunité et je mets en œuvre le projet et l'ouverture du projet. Très sympathique. Et vraiment, au bout de 6 mois, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Ce n'est pas pour moi. Et par manque de préparation, d'anticipation, d'ambition, de tout ce que tu veux, je vois pas le bout du tunnel où, en fait, j'avais rêvé de faire un groupe de restauration, mais globalement, je voyais bien que j'allais rester quai de Seine un sacré paquet de temps avant que... Voilà. Donc, et puis, on n'avait pas du tout la même vision, in fine, de nos rôles avec mon associé. Rien n'allait. Donc, j'ai décidé de quitter le projet. Heureusement, il y avait finalement eu cette phase de test où rien n'avait été réparti dans le capital, et voilà. Donc, je prends quelques mois de pause. Donc, le départ est facile. Le départ est très facile, du jour au lendemain. Il récupère son fonds de commerce dont il était encore... Exactement, il y avait 0 enjeu, tout lui appartenait. Okay. Et moi, je me suis dit, voilà, j'ai vécu une expérience très sympathique. Et j'ai compris ce que je voulais pas forcément Punto faire. Final. Donc, le restaurant le fil d'huile d'olive n'existera peut-être jamais. Oh, peut-être, mais dans longtemps, ouais. Non, et ensuite, du coup, je me mets à chercher une idée, puisque je me retrouve... je fais 2 semaines de vacances, 3 semaines de vacances, et je me dis, là, c'est le moment. T'as rien, t'as pas d'enfant, t'as pas aussi de salaire. Enfin, de toute façon, tu n'as rien, donc... Voilà, et c'est là où, du coup, avec Quentin, on commence à réfléchir. Et là, vous décidez, je dirais, volontairement, tous les deux, de chercher une idée, en étant proactifs sur la recherche d'idées. On me cherche une idée à moi, parce que lui, il est encore CEO de Birchbox Europe. Il est plutôt heureux, etc. Et puis finalement, c'est devenu notre idée et notre projet. Mais effectivement, initialement, c'était comme rechercher une idée. Et en fait, très vite, c'était son idée. Et il me parle d'un Picard du frais, de dire, en fait, Picard, c'est génial, mais c'est vrai que c'est surgelé, c'est bon sans être extraordinaire. Picard du frais. Ouais. Okay. Donc lui avait noté cette idée quelque part dans sa tête.
Et en plus de ça, on habitait dans un petit appartement à Montmartre et il y avait un restaurant abandonné au pied de notre immeuble qui nous avait toujours fait fantasmer. Parce qu'apparemment, ça avait été un restaurant extraordinaire à une époque. Ouais, exactement. Et en fait, on commence à réfléchir et on se dit, mais en fait, ce restaurant, nous... Et on pense aux problèmes qu'on rencontre au quotidien. On a du mal à se nourrir le midi puisqu'on travaille dans un quartier. Enfin, à l'époque, au Jolly Box, c'était dans un quartier... il n'y avait rien autour, la moindre boulangerie était à 15 minutes à pied, c'était vraiment compliqué de déjeuner. Et on habitait à Montmartre, tout en haut de la butte, donc compliqué de faire ses courses. Enfin bref, se nourrir, ça finissait souvent en pâte avec toutes les boîtes de conserve qui nous tombaient dessus. Et on se dit, mais en fait, c'est incroyable, si ce restaurant-là, ce local, on le reprenait, on imagine que quelqu'un, on l'avait appelé José, tous les matins, il va à Rungis, il achète des produits ultra frais, sauf qu'au lieu de les acheter pour une personne, il les achète pour tout un quartier. Puis après, il les cuisine. Et puis, il vient nous déposer chacun notre petit plat dans notre frigo. Évidemment. Mais en fait, si tu combinais, chacun paye un peu de ce service et en plus, tu récupères de l'argent puisqu'il a acheté beaucoup moins cher que toi au supermarché les produits frais. Donc, tu as des produits de meilleure qualité qui sont déjà cuisinés, qui sont directement chez toi pour, in fine, un coût peut-être de 10 € par semaine. Parce qu'en fait, José, s'il cuisine pour 100 personnes, voilà. Donc, et lui, il n'a pas de salle à tenir, il a du coup des coûts réduits, il peut avoir une plus grande cuisine. Voilà. Donc, effectivement, après, évidemment, on a tiré le trait à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande échelle, mais en se disant, mutualiser, désintermédier, acheter en direct de la nourriture, la cuisiner, à condition de le faire pour un grand nombre de personnes, en fait, c'est assez intelligent et ça permet de répartir les coûts sur un grand nombre de personnes et de résoudre un problème du quotidien. Et a priori, si c'est un problème que tu rencontres tous les jours, la fréquence d'achat, elle est élevée et ça fait que tu peux créer un gros business qui est utilisé au quotidien par les gens et qui te permet de faire des investissements en conséquence dans les infrastructures qui te permettent de mettre en œuvre ce business model. Donc un raisonnement plutôt sophistiqué quand même pour une idée naissante, mais vous êtes allé jusque-là dans la réflexion. Non, mais en tout cas, finalement, un raisonnement assez simple au début, de se dire, il y a un truc intelligent en fait à mutualiser les achats de food, à les désintermédier, à aller au plus près du producteur et à cuisiner en grande quantité, parce qu'en fait, faire du riz pour 10, si t'es bien équipé, faire du riz pour 1000, c'est le même temps. Pourquoi il y avait l'opportunité à ce moment-là et pourquoi l'opportunité n'existait pas 10 ans avant, par exemple? Vous vous êtes posé cette question? Le mobile. Enfin, tu avais besoin quand même que les apps et que l'usage mobile soit développé plus que... L'idée, c'est que l'expérience client commençait directement par la commande sur mobile pour pouvoir offrir vraiment un service à la carte. Comme si j'étais au restaurant, je suis dans mon canapé. Enfin, ce qu'on connaît aujourd'hui maintenant, qui a été totalement vulgarisé. Hyper démocratisé, exactement. Mais qui n'existait pas du tout à l'époque. Hein. Non, alors à l'époque, Uber Eats n'existe pas. Deliveroo existe à peine à Londres, mais n'existe pas en France. T'as Delivery Hero en Allemagne ou un... Voilà, mais qui, eux, font... Voilà, exactement. T'as des ersatz, on va dire, de gens qui livrent des En fait, t'avais les restos in, ça veut dire que t'avais des restos existants qui permettaient la delivery. Ouais. Je sais pas, Quentin, uniquement son associé chez Exa, son premier business, ça s'appelait Resto Presto en Belgique, et il fonctionnait avec des restaurants existants, et il s'occupait d'une horde de personnes qui livraient les repas. Donc, on en était là, donc c'était une phase... Et c'est vrai que nous, on a vu ce modèle, ou en tout cas les débuts de ce modèle, et on s'est dit, mais... Enfin, là, si je donne du coup une réflexion plus start-up, à posteriori, mais même à l'époque, on s'est dit, le problème de livrer d'un restaurant à un client, c'est que déjà, tu ne peux pas mutualiser la livraison. Donc, en fait, tu fais beaucoup d'allers-retours. Donc, la livraison coûte extrêmement cher. Si tu pars d'un seul et même endroit, tu peux créer des tournées de livraison, baisser énormément le coût de livraison, et ça devient quasiment... si tu fais 10 livraisons à l'heure, ça devient extrêmement abordable. Si tu fais une livraison tous les 3 quarts d'heure, c'est un autre prix du service. Quand un resto cuisine, il a aussi une salle dont il doit s'occuper. Imagine, tu mutualises les cuisines avec une cuisine déjà qui est dédiée à la livraison, donc une meilleure qualité, des plats qui sont pensés pour ça, parce qu'en fait, le burger, la pizza, ça refroidit très vite, etc. Et c'est pas ce dont les gens ont envie au quotidien. Comment tu repenses aussi le type de cuisine que tu fais, qui soit à la fois bonne et adaptée à la livraison. Et pareil, si tu le fais à l'avance, un petit peu à l'avance, ça te permet, et d'un seul et même endroit, ça te permet d'assurer une logistique qui est viable. Donc, tout avait du sens. Je mutualise les achats parce qu'en fait, je cuisine pour 10 000 personnes et pas uniquement, un peu bête, que chaque resto
achète à droite à gauche pour 40 personnes, tout ça pour une livraison ou... Enfin voilà, donc en fait, ça avait énormément de sens. Vertueux. En fait, c'est extrêmement vertueux sur le papier. Ça ne veut pas dire que c'est facile à exécuter. Alors tu vas nous raconter. Et in fine, Deliveroo et Uber Eats sont scalés beaucoup plus vite que nous parce que leur modèle était en réseau et leur. Mais justement, qu'est-ce qui s'est pas produit que tu avais imaginé en théorie et qui finalement n'a pas été réalisé au-delà du côté exécution qui est toujours plus compliqué dans la théorie que dans la pratique. Je pense que c'est juste une sous-estimation de la complexité opérationnelle que c'était de faire tous ces métiers en même temps. Qu'on a fait, et on a réussi à les faire. Toute la chaîne de valeur. Toute la chaîne. Donc en fait, de l'achat de la nourriture à la préparation de la cuisine, de Rungis jusque chez toi, c'était tout nous. Okay. Donc on était logisticiens, restaurateurs, on avait évidemment créé notre propre tech. Donc, il y avait 5 ou 6 boîtes en fait dans Frishti. On aurait pu faire que la tech logistique. Il y avait des boîtes qui faisaient que des tournées de livraison. Nous, on faisait la tournée, le logiciel de préparation de commandes. Mais c'était une volonté assumée dès le départ de vouloir intégrer toute la chaîne ou c'était en fait vous êtes lancé... Assez assumé de se dire il faut créer quelque chose de très spécifique à la nourriture, qui est un produit extrêmement spécifique, qui a une durée de vie de quelques heures et qui doit être livré, où il y a un besoin d'immédiateté dans la livraison. Ça n'existe pas, on ne peut pas trop trouver cette technologie on-shelf. Parce que ça n'existe pas, parce qu'il n'y a personne assez fou pour essayer de vouloir livrer du frais dans Paris en 10 minutes. Quoi. Souvent, exactement. Souvent. Juste pour revenir, Quentin arrive cette idée, vous en discutez, vous l'appropriez en tant que cofondeur, et là, vous dites quoi ? Vous dites quoi ? On se lance comment ? Mais surtout, on se lance très vite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait validé l'idée, je dirais que... On a eu une vague idée de faire une marque de bougies en parallèle, mais il n'y a pas eu 50 idées non plus. Ok. Les grandes bougies, c'est ça, non Non, une espèce de concurrent de Diptyque en se disant, mais Diptyque, ça sent bon, mais c'est quand même beaucoup trop cher de payer 80 € sa bougie. Pourquoi C'est ça leur génie, justement, c'est de faire des bougies qui coûtent très cher. Oui, exactement. Maintenant, je l'ai compris, ça. Mais... non, donc en fait, on a eu l'idée assez vite et surtout après, entre le moment où on a décidé de le faire et le moment où on a livré notre premier plat, il s'est écoulé 2 mois ou 2 mois et demi. Et vous financez vous-même, vous faites directement appel à des financements parce que de ce dont beaucoup de gens se rappellent de Frishti, c'est des grosses levées de fonds successives. Alors je ne connais plus les détails exactement, mais je me rappelle que c'était impressionnant. Au départ, vous commencez sur fonds propres ou vous allez directement... On commence au tout début sur fonds propres, mais très vite, on a la confiance d'un fonds qui voulait, avec qui Quentin, donc qui est Alven, avec qui Quentin avait déjà levé de l'argent sur Jollybox. Ils avaient eu une super expérience ensemble, une super aventure ensemble. Ouais. Et donc, après, j'étais vraiment au début la seule entrepreneur, même si Quentin, en fait, donc je vais pitcher quand même, etc. Quentin est dans l'aventure, mais pas complètement. Est-ce que vous vendez comme un couple à ce moment-là ou pas ? Parce que je sais que pour les VC, parfois, c'est un sujet. Hein, oui, c'est quand même. Non, c'est très clair et très assumé. Mais voilà, il a une super relation avec le partenaire en question. C'était qui le partenaire ? C'était Jérémy Usan. Ok, Jérémy Usan. Qui a envie de suivre Quentin dans son aventure et qui me trouve convaincante, je pense, et qui, du coup, très vite décide de mettre un... Jérémy, il n'est pas du genre à partir avec quelqu'un par défaut. Hein, donc, il faut une forte conviction. Et s'il est parti avec vous, c'est qu'il croyait vous deux, exactement. Et il nous a fait confiance très, très tôt. Donc, effectivement... On a eu cette chance de bénéficier quand même de la première expérience de Quentin en tant que repeat entrepreneur. Et c'est vrai qu'on sait que c'est quand même plus facile de lever des fonds. Et comment vous vendiez votre complémentarité ? Toi, tu étais plutôt qui ? Lui, il était plutôt quoi ? Quel rôle ? La complémentarité, moi, j'ai toujours plus été la personne marketing, people... Là où lui a toujours été c'est un très très bon financier, très bon opérationnel. Mais au début, en fait, il n'était pas censé être full-time sur le projet. Il a très vite rejoint le projet. Mais quand on lève notre premier chèque, il est plus chairman de la boîte, tout en disant qu'il va garder ses fonctions chez Birchbox. Et c'est que 6-9 mois plus tard qu'il me rejoint vraiment full-time. Donc vous arrivez à lever avec Alven, alors que lui est finalement pas exécutif dans la boîte, c'est-à-dire qu'ils te font confiance d'abord et avant tout à toi. Oui. Qui est CEO d'entreprise. Et Quentin, qui est quand même, je te dis, vraiment day one, superviseur, repeat entrepreneur, etc. Mais effectivement, en tout cas, je me rappelle avoir pitché seul. Il était dans la pièce, mais c'était quand même moi. Donc voilà,
quand même cette chance. En même temps, on n'y serait pas allé sans ça, parce que Frischti, ça a toujours été un projet. C'était 0-1. Enfin, il y avait besoin d'argent pour le développer. On savait que ce pari de volume nécessitait de développer beaucoup d'infrastructures pour... En fait, la boîte n'aurait jamais été rentable sans un énorme volume. Okay. Du coup... Vous l'aviez compris. On avait compris dès le début et qu'il allait falloir construire ces infrastructures pour que... Enfin voilà, c'était intrinsèque au modèle. Donc, si on nous avait très vite dit non, vous ne pouvez pas lever de fonds, je pense pas qu'on aurait financé nous-mêmes. Déjà, on n'en avait pas les moyens à l'époque. Et ça nécessitait, dès le début, d'imaginer une écoute historique quand même assez ambitieuse. Et ça a commencé dans le petit restaurant en bas de chez vous ou pas du tout? Pas du tout. Celui-là, il est toujours... Non, il a été repris. J'aimerais bien un jour... ce sera peut-être un filet d'huile d'olive un jour. Ouais, peut-être que ce sera un filet d'huile d'olive. C'est où à Montmartre, c'est ça? Ouais, rue Girardon. Maintenant, le petit resto s'appelle Les 5 Marches. C'est un petit café très, très mignon. Ok, vous pouvez aller faire un tour. Exactement. Donc voilà, on se retrouve à avoir effectivement une première petite levée de fonds, mais et à pouvoir démarrer. Et en fait, on a trouvé... très vite, une cuisine, la chef qui ensuite nous a suivis dans nos aventures pendant 7 ans et qui a été extraordinaire. Et c'est marrant comme quoi parfois juste le hasard des rencontres font que la bonne personne est la première à te rejoindre. Et là, vous changez complètement la donne du déjeuner parisien, en tout cas dans les startups à Paris, ouais. Où je m'en rappelle, tout le monde attendait à 12h30 son Frischti. Et tout le monde était hyper heureux. Ça marchait super bien. On se demande pourquoi ça existe tout. Enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça se passe moins. Effectivement, il y a eu le relais qui a été pris par des boîtes comme Deliveroo ou Uber Eats. Mais quand même rentré dans notre quotidien aujourd'hui. Enfin, mais c'est pas du Frischti, c'est pas de la bouffe fraîche, saine et sympa. Oui, mais aujourd'hui, quand tu commandes quand même sur Deliveroo ou Uber Eats, t'as 80% de chances que ça vienne d'une dark kitchen. Donc cette idée quand même que en fait ça peut pas se faire d'un restaurant ou que ça peut pas se faire d'un supermarché, que c'est pas optimal pour préparer la commande, que ça vient en concurrence d'un autre business qui n'est pas fait, parce qu'avoir des livreurs dans une salle de restaurant, etc. Cette idée, aujourd'hui, les dark kitchen, ils préparent beaucoup en laboratoire. Donc, c'est 80% aujourd'hui des livraisons autour de ça, en tout cas, c'est une grande majorité des gens qui se sont organisés comme ça. Et des restaurants qui, parfois, ont encore leur restaurant et leur salle de restauration et par ailleurs, d'autres entités qui sont dédiées à la livraison. Et qui permettent de, du coup, mutualiser... en fait, tous nos paris, ça permet de mutualiser les livraisons. Aujourd'hui, grâce au volume qu'ont Uber Eats et Deliveroo, en fait, ils sont très efficaces dans la livraison. Ils font plus l'aller-retour comme c'était avant. Je vais d'un resto à chez quelqu'un. Donc voilà, ça aussi, ce pari-là, le côté tourné, il a été quelque part intégré. Mais c'est vrai que pour revenir à l'erreur ou juste le constat, Deliveroo et Uber Eats ont scalé. Alors même que tu vois, Deliveroo s'est créé à peine 2 ans avant nous. La taille qu'ils ont atteint par rapport à nous a été très très rapidement bien plus importante. Et du coup, tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce qui s'est pas passé comme prévu. Je pense que on a un petit peu sous-estimé la complexité, carrément sous-estimé la complexité opérationnelle. Et finalement, le fait que quand tu intègres tout, tu as des tonnes... il faut voir ce qu'il y a derrière Frischti, quoi. C'est des tonnes de nourriture et de produits frais par jour. C'est des kilomètres carrés d'entrepôts. Quand ça arrive chez nous dans notre assiette, on se rend pas compte. C'est des centaines de salariés. Tu vois, et c'est rien de tout ça n'est réellement scalable. Ou en tout cas, ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps de le faire toi-même. D'accord, parce que ce que tu veux dire, c'est que Deliveroo et Uber Eats, ils s'appuient sur une infrastructure existante, c'est-à-dire qu'ils font qu'une partie du métier. Exactement. Donc c'est beaucoup plus facile à scaler finalement que vous qui avez intégré toute la chaîne. Des milliers de restaurateurs qui travaillent pour eux, des milliers de livreurs qui travaillent pour eux, et ils les mettent en relation avec des clients. Donc la réalité, c'est que le positionnement était plus malin, c'est facile à dire maintenant. Plus scalable, plus scalable, en tout cas. Okay. Et nous, le temps d'adoption, le temps d'atteindre en fait, ils ont pu grandir, du coup. Pour ouvrir un pays, par exemple, il fallait trouver des restaurateurs. Je dis pas du tout que ça a été facile non plus. Il fallait trouver des restaurateurs, il fallait trouver des livreurs, et hop, on y va, on met du marketing. Nous, ouvrir un pays, c'était... déjà, tu commençais par une ville, il fallait trouver la cuisine, il fallait installer trouver les bonnes localisations pour préparer les commandes, embaucher des gens. Tu vois, la logique derrière de croissance était pas du tout la même. Et alors après,
si on fait un fast forward 7 ans plus tard, tu as plein d'acteurs du quick commerce qui sont arrivés, qui eux ont eu ce même pari que Frischti d'intégrer en disant nous on va tout faire nous-mêmes, on fait les courses, c'était les courses livrées en 10 minutes. Sûr, c'est maintenant ils ont tous un peu disparu. Les Gorillaz, ça a duré 18 mois quoi. Bon, ils ont fait le même pari que nous, sauf qu'ils ont levé beaucoup plus d'argent, que en 3 mois ils avaient déjà 9 pays, des milliers de collaborateurs, et on voit où ça a fini. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le physique, il a son temps. En fait, c'est facile de commencer. C'est facile de commencer. Tu peux vite prendre un marché. Mais au moment où tu dois scaler, en fait, tu peux être dépassé par des acteurs qui se sont positionnés que sur une partie. Et effectivement, c'est Uber Eats, encore une fois, qui a pris, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, l'application d'Uber pour pouvoir se faire livrer les courses, qui s'appuie sur l'infrastructure existante des commerçants. Et là où leur modèle est aussi intéressant, c'est qu'ils ont plein de gens qui ont intérêt à ce qu'ils réussissent. En fait, plein de restaurateurs ont intérêt à te parler d'Uber Eats et de Deliveroo. Quand tu fais tout seul, t'es tout seul. Plein de gens ont plutôt intérêt, tu leur bouffes tu leur grignotes des parts de marché. Je trouve ça intéressant, le réseau, tu vois, et te dire qui sont les gens, les autres counterparts qui aident mon business à réussir. Et quand t'es tout seul, t'es vraiment tout seul. Alors, tu crées ta marque, c'est génial. T'es patron de tout, tu décides de tout. La vinaigrette te plaît pas, tu la changes. C'est vachement dur d'imaginer ça avant. C'est-à-dire réfléchir a priori que en fait, tu vas pouvoir être aidé par certains acteurs qui vont en fait prescrire ta marque. Ça demande d'aller très très loin dans la réflexion. Vous étiez pas allé jusqu'à ce niveau-là. Vous vous étiez dit quand même qu'il fallait créer une marque très forte. Et c'est ce que vous avez fait. Frischti, encore aujourd'hui, tout le monde connaît Frischti. Et je sais plus si ça opère. Est-ce que ça opère encore sous le nom de Frischti Ça opère encore sous le nom de Frischti, avec un service qui est un petit peu différent et une marque qui est moins active, puisque voilà, ça a beaucoup changé de main. Mais en tout cas, le service existe encore. Mais oui, je pense qu'on a réussi à créer une marque même très forte, avec des gens qui étaient hyper fiers de consommer Frischti et qui avaient un vrai affect pour cette marque. Et il y a un truc en fait, il y a 2 choses qu'on a vraiment réussi à scaler, dont je suis super fière. C'est la qualité de la nourriture. Parce que c'était vraiment un pari au début, quand tu commences à faire 30 couverts, c'est hyper facile de faire du bon. Mais que ce soit encore bon quand tu livres 15 000 repas par jour, franchement, moi, je suis hyper fière de ce qu'on délivrait chaque jour dans l'assiette. Et la deuxième chose, c'est qu'on a réussi à scaler une marque humaine. Enfin, tu vois, et il n'y a rien de plus difficile que de scaler l'âme. Ça n'existe pas, en fait, ces 2 mots qui ne vont pas ensemble. Et je pense que Frischti est resté assez profondément humain, que tu ressentais quand même si c'était à la fin des milliers, des dizaines de milliers de commandes par jour, il y avait tellement d'âme, in fine, dans tout ce qu'on faisait, et dans la manière dont on en parlait, et ça, je pense qu'on a réussi à le il y a un côté transmettre. Artisanal, il y a un côté authentique, il y a un côté goût dans Frischti qu'il n'y a pas du tout chez Uber Eats et Deliveroo, où il y a un côté rentabilité, efficacité, rapidité, fast-food, en fait, finalement. Et même s'il n'y a pas que ça aujourd'hui sur cette plateforme-là. Oui, et qu'in fine, eux, ils comptent sur les restaurateurs. Il n'y a pas d'imaginaire. Voilà. C'est-à-dire, quand tu reçois ton Deliveroo, c'est une expérience terrible. Tu t'es dit, où va le monde ? C'est un peu... Moi, c'est à chaque fois, quand je vais chez McDo, je me dis, t'as envie d'aller chez McDo, puis tu le fais une fois, puis en fait, tu te dis, mais pourquoi j'y suis allé, quoi. Et à Deliveroo, à chaque fois que je fais une commande, je me demande pourquoi j'ai commandé, quoi. Alors que je me rappelle, avec Frischti, tout le monde attendait au resto, dans notre boîte, chez eFounders, en l'occurrence, à l'époque, tout le monde attendait son Frischti, tout le monde était hyper heureux, et je me rappelle de toute la tablée en train, gaiement, de manger sa barquette. Il y avait tout le temps des petites choses offertes, et... Parce que je pense que profondément, les cuisiniers qui cuisinaient tous les jours, ils étaient heureux de le faire. Que les gens qui imaginaient la com, ils y mettaient beaucoup du leur, ils étaient très très fiers du produit. Et en fait, quelque part, tu vois, ce truc, une bonne expérience dans un bon restaurant, c'est avant tout un patron, c'est avant tout un serveur qui va te donner de l'amour. Enfin, c'est ça la nourriture. Et je pense, bizarrement, voilà, que le succès, pour moi, le cœur de la marque Frischti, c'était ça. C'était qu'on a réussi à donner de l'amour et de l'émotion à assez grande échelle. Écoute, ça se ressentait. Et c'est dommage qu'une boîte comme ça, avec ce que vous avez créé, n'existe plus. Qu'est-ce qui, pour que ça a disparu, ça a disparu. C'est moins présent aujourd'hui qu'avant, à cause justement de la concurrence très forte des plateformes, notamment de livraison. Il y a plein de raisons, mais en gros, déjà on a le Covid qui arrive. Du jour au lendemain, à l'époque du Covid, finalement, on est ressorti plus fort, mais à l'époque du Covid, 80% de notre chiffre d'affaires était fait en entreprise. Et comme tu l'as dit toi-même, notre croissance, elle est beaucoup passée par le monde de l'entreprise, que ce soit midi principalement, mais un peu soir aussi. Le jour où le Covid arrive et que toutes les entreprises ferment, tu perds 80% de ton chiffre d'affaires.
Donc là, branle-bas de combat. En fait, on développe les courses et on se dit, mais c'est génial, on a une plateforme, on a une infrastructure dans Paris pour livrer des courses. Donc vous aussi, aux gens. j'avais pas suivi, vous faisiez aussi la livraison de courses à domicile, d'accord. À la sortie du Covid et pour pour toute la suite de notre aventure, c'est 50. Pourquoi vous n'avez pas fait les plats à domicile plutôt que les courses? Parce que, en fait, les gens étaient confinés chez eux, donc ils cuisinaient. Ils n'avaient pas besoin de plats cuisinés. Donc on a gardé une petite offre de plats cuisinés, mais ils avaient que ça à faire de cuisiner. Il fallait la matière première, quoi. Il fallait des fraises, des asperges. C'était le printemps, je me rappelle très bien. On avait beaucoup de producteurs avec qui on travaillait, qui nous appelaient, qui nous disaient, on ne vend plus rien, est-ce que vous pouvez pas nous aider? Là, j'ai un stock de coulommiers, de brie, de mots, je sais pas quoi en faire. Ok, donc on a commencé à vendre un peu des produits bruts, et puis après on s'est dit, mais en fait, l'usage évident, bien sûr, pendant le Covid, c'est les courses. Donc, en 3 semaines, on shift complètement notre business, on reconstruit 100% de notre chiffre d'affaires et on fait même de la croissance au bout de 1 mois de confinement, avec un travail des équipes extraordinaire, plein de producteurs qui se mobilisent. Enfin, c'était à la fois complètement flippant et génial comme période. Et puis, du coup, on sort du Covid plus fort parce que l'activité entreprise reprend doucement. Même s'il y a plus de télétravail, en fait, c'est complètement compensé par le fait qu'on a une super offre de courses qu'on va ensuite beaucoup développer. Voilà, donc mais quand même, ça a été... Donc ça s'est rajouté, et puis c'est rajouté à cette activité historique, les nouvelles activités qui étaient la livraison de courses, la livraison de plats pour chez les particuliers. Ça, c'était des nouvelles activités, donc vous êtes sorti du Covid plus fort que vous y êtes rentré. Alors, plats chez les particuliers, on avait toujours fait, mais c'était pas que en entreprise. Frischti, ça a toujours été... C'est pas démocratisé davantage, puisque bien sûr. Les gens ont découvert... Voilà. Ça se démocratise davantage. Mais effectivement, sorti du Covid, tu as beaucoup de concurrents du coup qui se disent mais c'est une évidence ce modèle. Et donc, tu as l'arrivée du quick commerce. Et donc, rien que pour donner, par exemple, Gorillaz, au bout de 3 mois d'existence, lève 50 millions. Au bout de 6 mois d'existence, ils enlèvent... Donc, 6 mois plus tard, ils enlèvent 100. Et 3 mois plus tard, ils lèvent 1 milliard. Donc, on est sur des gens... Et ça, je te parle de un concurrent, mais en fait, il y en a 10. T'as des Russes, t'as des Allemands, etc. Et évidemment, ce qu'ils vendent à des fonds qui financent ce genre de montant, c'est une expansion internationale extrêmement rapide. Et même si on n'est pas frontaux avec eux, puisqu'ils livrent des courses assez lambda et que toute la promesse est axée sur 10 minutes, globalement, on sent que s'ils commencent à injecter, ce qui a été le cas, des dizaines de millions de marketing par an, rien que sur le marché français, on va être quand même challengé. À la fois, ils démocratisent, mais donc on se dit, en fait, est-ce que on n'est pas au maximum de notre valeur stratégique, puisque on est numéro 1 en France, et très loin, parce qu'ils se sont lancés en France, mais ils étaient encore tu peux pas, ils étaient encore beaucoup beaucoup plus petits que nous. Cette position, on peut la perdre à tout moment, en tout cas dans 1 an, dans 2 ans. On n'a pas... on arrive à un moment où, en fait, par rapport à l'histoire de Frischti, ce n'est plus possible. C'est extrêmement frustrant. Ça a été très dur à accepter, mais de lever autant d'argent Pourquoi ? Vous aviez levé combien à ce moment-là ? Parce que vous aviez... 100 millions, donc pas rien, mais en tout, voilà. Mais c'est ce qu'eux, finalement, levaient en 2 mois. Exactement. Pourquoi on fait confiance à des gens qui ont 3 mois d'expérience, qui ont 0 technologie, et qui font le même business que nous, mais en perdant 15 € à chaque fois qu'ils livrent une commande ? Alors que nous, on est sur la bonne thèse, avec la bonne marque. Tu vois, et t'es là, mais pourquoi ? Et en fait, la réponse est très simple. Pour moi, en tout cas, dans le monde des VC, t'as pas trop le droit à l'erreur. Enfin, au sens où notre boîte avait une trajectoire. Ça, c'est Jérémy Uzan qui me l'a dit. Il croit pas trop que tu peux orienter une trajectoire, tu vois, infléchir une ligne. Ah, bien sûr. En fait, soit t'as une trajectoire où t'as lancé 9 pays d'un coup et puis ça suit. Soit, ce qui n'était pas été la trajectoire de Frischti, t'as beaucoup grandi et on a relevé beaucoup de défis. Et la boîte était quand même assez grosse, mais on faisait plus de 500% de croissance. Donc en fait, ils disaient, t'allais voir des VC, ils disaient, vous avez quand même 7 ans, et puis vous êtes, et puis vous grandissez pas aussi vite que Gorillaz. Pourquoi ? Tu es là, parce que eux, ils viennent de lever 50 millions. Enfermé dans ta linéarité. Exactement. Et donc on te compare à des gens qui n'ont pas le même âge que toi, qui font effectivement 1000% de croissance, mais à coup de... Par ailleurs, tous ces gens ont disparu depuis.
Oui, bien sûr. Tous ces gens disparus. Donc, Enfin, c'était un bien sûr. business complètement éphémère. Oui, Et donc, finalement, si vous aviez tenu et que si vous étiez encore là aujourd'hui fort, vous auriez peut-être Bien subsisté sûr. parce que vous aviez des economics, vous aviez des fondamentaux qui étaient meilleurs. Néanmoins, peut-être. tu pouvais pas imaginer qu'ils disparaissent. Enfin, c'était, on va dire, un peu... Enfin, voilà, effectivement. Mais, comment dire? Oui, peut-être que... Je suis convaincue, en tout cas, que je sais pas si cette forme-là est exactement l'avenir de la manière dont on consommera la nourriture, etc. Mais même quand tu regardes en Chine, en fait, il y a beaucoup de modèles proches de Frischti, Ok. avec des supermarchés ultra frais qui te livrent chez toi. Voilà, je pense qu'on Tout était n'est pas presque... encore écrit, quoi, en fait. Non, tout n'est pas encore Ah, écrit. Et donc, il y a bon, en peut-être tout cas, encore effectivement, ils ont tous il y a encore disparu. Freshti à. Ils ont tous fait faillite successivement. La raison pour laquelle ces boîtes ont existé et ont été financées comme elles ont été financées, c'est 2 raisons. C'est un, post-Covid, les gens deviennent fous et pensent que le monde va se digitaliser. Ouais. Et que c'est extraordinaire, tout va devenir digital. Et évidemment, la nourriture est le plus gros marché du monde, donc on veut parier sur les Carrefour de demain. Même si on aurait pu se dire, bah bon, Carrefour, ils font quand même que 3% d'EBITDA à la fin, c'est peut-être pas un si bon modèle, mais c'est un autre débat. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que les hedge funds se mettent à investir dans les startups. Oui, je me rappelle très bien. C'est 2020-2021, ça. Exactement, 2020-2021. Et ils font ce qu'ils font, mais globalement, ils font n'importe quoi. Et en fait, ils déséquilibrent cet écosystème parce qu'en fait, des boîtes très très jeunes peuvent lever des montants complètement débiles. Ce qui font qu'en fait, tu as un peu des fausses boîtes qui font n'importe quoi, qui dépensent énormément d'argent, mais qui, du coup, à côté, deviennent des concurrentes avec infiniment plus de moyens de vraies boîtes qui ont créé de la valeur. Alors, aussi en levant de l'argent, mais on va dire dans des systèmes plus raisonnables avec quand même... ils ont détruit énormément de choses, on peut le dire, hein, très clairement. Les Tiger, les Insight, etc. En plus de ne pas gagner d'argent et d'en perdre beaucoup, ces gens-là, et en faire perdre beaucoup à leurs investisseurs, ils ont aussi, effectivement, complètement déstabilisé des écosystèmes et fait du tort à des gens qui faisaient des business qui étaient avec des bons fondamentaux. Et en fait, ils ont déjà, en injectant autant d'argent aussitôt dans des business, déjà, ils ont détruit les business parce qu'en fait, tu peux pas avoir autant d'argent et grandir aussi vite. En tout cas, dans des business qui nécessitent... On n'attendait pas moins des hedge funds non plus. Hein. Oui, et en plus, ils ont fait, avec pas du tout l'ADN des VC, ils ont investi comme des lignes dans un Excel. Donc en fait, du jour au lendemain, ils ont lâché ces boîtes. Je pense que aujourd'hui, les fonds de VC aussi, ils lâchent pas les boîtes comme ça. Il y a un affect qui se crée, il y a quand même un risque qui est pris par le VC. C'est des gens qui identifient des humains qui ont du potentiel, des idées, il y a une connexion qui se fait, et après... ou qui se fait pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont pas du tout fait le métier pareil qu'un vrai venture capitaliste l'aurait fait. Et donc, du jour au lendemain, si les résultats leur plaisaient pas, ou si la bourse remontait, que c'était plus... Et un coup d'opportunité pour eux que d'aller du coup, remettre leur argent en bourse, mais ils te lâchaient du jour au lendemain. Après avoir mis des chèques de centaines de millions d'euros dans ta boîte. Vous avez refusé, vous avez des gens qui sont venus vous voir, vous avez refusé cet argent-là, vous l'avez pris. On en a un peu parlé, mais en fait, ils étaient tous déjà tous investis dans des concurrents du quick commerce. Puis ils cherchaient pas forcément des boîtes de votre Et ils cherchaient type, quoi. En fait, ils cherchaient le cliché de la start-up, de la licorne, 1000% de croissance. Donc voilà, ils ont été... ils ne voulaient que des pitchs ultra testostéronés qui expliquaient que, évidemment, c'était possible de lancer 9 pays en même temps. Voilà. Et donc, en créant une gabegie humaine et financière et absolument... Au pic, je sais que tu connais pas tous les chiffres et tu n'as pas la mémoire forcément des chiffres, mais au pic de Frischti, vous faisiez des livraisons, combien de repas par jour? Vous étiez combien pour montrer un petit peu la taille de la boîte? Parce que vous avez une taille conséquente. On faisait une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Ok. Et on livrait... Ça, c'était 2000, post-Covid? Post-Covid, au moment où on vend. Okay. Et on a rétro-calculé que tu avais du coup à peu près 2%, tu vois, des Parisiens qui déjeunaient tous les jours chez nous. Ok, mais c'est énorme. Donc, quand il y avait un bug technique, tu sais, tu disais, 2% des Parisiens ne vont pas déjeuner aujourd'hui à cause de nous. Donc, non, voilà, c'était je me rappelle plus exactement du nombre de repas par jour, du nombre de commandes par jour à la fin, mais c'était plus de 10 000. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, post-Covid, tout va bien, jusqu'à que, effectivement, tous ces fonds, hedge funds arrivent, qui financent des boîtes qui n'auront finalement pas d'avenir. Et qu'est-ce qui se passe pour vous? On fait un double track de toute façon, c'était le moment de relever des fonds. Okay. En parallèle, on se dit, c'est intéressant d'explorer nos options d'exit, compte tenu du fait que ces gens ont levé énormément d'argent et en fait, aujourd'hui, ils ont besoin d'acheter une expertise qu'ils n'ont pas, à savoir...
En fait, nous, on livrait les commandes de manière rentable parce qu'on avait mis 7 ans à construire cette technologie, ce savoir-faire et ce business model. Et donc, on a eu des discussions avec différents acteurs, certains historiques du marché, d'autres plus nouveaux. Et finalement, on a choisi de vendre. Et vous vendez à qui? Donc, on vend, à Gorillaz. Au Gorillaz, ok. Qui, 6 mois plus tard ou 9 mois plus tard, racheter lui-même se revend à Getir. Okay. Et qui lui-même a ensuite, au bout d'1 an et demi, décidé de quitter l'Europe et de se recentrer sur ses activités en Turquie. Donc en fait, successivement, ces boîtes ont eu beaucoup de difficultés ensuite. Et vous revendez à un prix honorable? Vos VC perdent de l'argent? Vous en gagnez? Non. Sans rentrer dans les chiffres? Ouais, non. Tout le monde gagne de l'argent. Donc non, on revend bien au bon moment. 2 semaines avant la guerre en Ukraine, où là, tout a commencé à devenir plus compliqué. Ok. Bon timing. Donc bon timing. Et... Surtout que c'était totalement imprévisible. Hein. Ouais. Et je pense que... C'est un concours de circonstances, quoi. Ouais. Oui, concours de circonstances totales, qui fait aussi que la mécanique s'est un peu enrayée d'un point de vue levée de fonds pour ces boîtes-là, et que ça a été difficile aussi pour tout le monde à l'issue de cette période. Ça a commencé en mars 2022. Je sais que c'était un peu la fin de l'euphorie 2020-2021. Ouais. Et depuis, d'ailleurs, tout est un peu plus compliqué, quoi. Mais tout est plus sain. On a vendu en février 2022. Ah oui, très très bon timing. Très bon timing, effectivement. Et là, vous regardez en arrière et vous dites quoi? Vous dites succès, vous dites échec, vous êtes déçu, vous auriez aimé aller plus loin, vous dites on a fait une belle aventure. On se dit on a bien fait de vendre. Okay. Ensuite, on se dit on vend quand même avec l'idée de... pas de fusionner, mais en tout cas de se dire, tiens, vraiment Gorillaz a les fonds et les pays. Et nous, on a la technologie, on va leur apporter tout ça et on va vraiment construire le leader de demain sans. Et en fait, au bout de 2 heures, j'ai envie de te dire, au bout même de 2 jours, on voit que on va pas du tout s'entendre avec le CEO, qui s'avère être... J'imagine que vous l'aviez quand même rencontré. Oui, on l'avait rencontré, mais t'as les discours et puis t'as la réalité. Et donc, très vite, on cautionne pas du tout les choix qui sont faits, on cautionne pas du tout la stratégie qu'il a en tête, et il pensait pouvoir très facilement relever de l'argent. Nous, on voyait bien que c'était compliqué, qu'il fallait anticiper, etc. Donc, on est d'accord sur rien, ni sur ce qu'il faut faire des équipes et de Frishti et de Gorillaz France, ni de là où il faut emmener Gorillaz, etc. Donc, très vite, en fait, on décide de partir parce qu'en fait, quand c'est ta boîte, c'est insupportable de la voir être un peu dépecée. Il y a combien de personnes à ce moment-là chez Frishti? 400, 50. Ouais. Donc quand même une grosse équipe, alors pas uniquement au siège, tu as une centaine de personnes au siège et beaucoup de personnes sur le terrain. Et là, vous aviez le deal était structuré avec un earn-out? C'est-à-dire non, d'accord. Vous pouviez partir quasiment du jour au lendemain. Ok. Et c'est ce que vous avez fait? C'est ce qu'on a fait du jour au lendemain. Donc c'est difficile de partir parce que tu es hyper attaché à tes équipes, et même si tu l'expliques et tu laisses quelque chose dont tu sais que malheureusement, en tout cas, ça va pas dans une direction que toi tu comprends. Mais en même temps, il vaut mieux ça que de se battre dans le vide, ou que du coup rester et cautionner des choix. Quand on dit ça s'est passé vite, c'est-à-dire qu'en 1 mois, entre le moment où vous avez vendu et le moment où vous partez, il se passe quelques jours, quelques semaines? Il se passe, quand même, quelques mois. Quelques mois. D'accord. Ouais. 4, 5, 6 mois. Et là, à ce moment-là, l'aventure Frishti est déjà derrière vous. Et du coup, l'aventure Frishti est derrière nous. Alors, c'est... Et pendant toute cette époque, donc ça a duré combien de temps? 7 ans? 7 ans, oui. Vous qui étiez j'ai l'impression que vous êtes ces 2 entrepreneurs qui se sont rencontrés, donc j'imagine que vous échangiez pas mal sur les idées. Vous aviez été tenté par lancer autre chose en parallèle, ou vous étiez complètement concentré, focus sur Frishti, qui vous prenait tout votre temps, toute votre énergie? Frishti nous prenait, mais 250% de notre temps, de notre énergie. C'était c'était extrêmement intense. Même si à la fin, les 2 dernières années, les 18 derniers mois, on avait quand même réussi à trouver un rythme, à s'entourer des bonnes personnes et avoir un business qui était en plus en vitesse de croisière et qui du coup pouvait être vraiment très bien géré sans nous. Mais pour autant, non, on n'avait jamais considéré lancer autre chose en même temps, c'était impossible. Et vous avez vécu toute cette aventure Frishti, tous ces hauts, tous ces bas,
en cofondateur. Vous étiez 2 cofondateurs, c'est ça? On était 2 cofondateurs, 2 en couple, en gérant les crises. Ouais. En co-CEO, d'accord. Ouais. En co-CEO. Ouais, co-CEO et en gérant les hauts, les bas. Voilà, ça a pris énormément de nos vies. Ouais, mais j'imagine. Et c'est vrai que ça, c'est aussi une leçon qu'on tire pour la suite, c'est que je pense qu'on a manqué de distance émotionnelle à plein d'endroits, et que quand t'as pas la distance émotionnelle, et que t'as l'impression, de jouer ta vie constamment, et que c'est 0 ou 1, etc. Je comprends pourquoi on pensait comme ça à l'époque, évidemment, mais ça te fait manquer de recul sur tes choix stratégiques, ça te rend... c'est beaucoup plus compliqué de déléguer puisque tu joues ta vie. Donc, est-ce que tu vas mettre à cause de la nature du business ou à cause du fait que vous soyez en couple et que vous n'arriviez pas à vous sortir du business à proprement parler, vous n'avez pas de porte de sortie, tu vois, ou de... Ouais, je pense que c'est un mélange de plein de choses, mais l'envie de réussir, l'envie Puis le fait d'avoir mis autant d'énergie, autant d'années, l'envie que l'enjeu se concrétise et que ça marche vraiment, quoi. Donc effectivement, manque de recul qui fait que à un moment donné, t'es pas forcément aussi toujours dans les meilleurs choix, dans la plus grande lucidité, et puis que tu te fais du mal à toi-même dans ta vie personnelle parce que tu manques d'équilibre et que c'est épuisant. Et c'est d'autant plus épuisant que je trouve que ce type de business qui réclame à la fois de faire du software, des applications, c'est ce qu'on fait nous chez Exa, on développe des logiciels. Et vous, en parallèle de ça, vous devez gérer des opérations. C'est-à-dire que tous les jours, en fait, ça repart à zéro et vous devez gérer tout un tas d'opérations. Donc, en plus de gérer une équipe qui va devoir développer une application, devoir développer la stratégie de ta boîte, tu dois gérer des opérations qui sont énormes chaque jour. Ça doit être sans fin, quoi. Exactement. Et il y a 2 problèmes là-dedans, c'est qu'en fait les rythmes de la tech et d'une équipe de développeurs de produits, pas du tout le même rythme que le rythme d'une équipe très opérationnelle, très logistique, très food, où tous les matins tu cuisines, tu te remets en question. Enfin, c'est des rythmes radicalement différents, donc très difficiles à synchroniser dans une même entreprise. Et la deuxième chose, c'est que c'est très juste quand tu fais beaucoup d'opérationnel, t'es tout le temps en train de réparer l'avion en vol, quoi. En fait, Frichtik, je te l'ai dit, on l'a monté en 2 mois. Donc, en fait, rien n'était planifié, rien n'était équipié. Donc, l'avion était là, et puis on devait changer les réacteurs, construire les réacteurs, les mettre, construire tous les boutons. Et en fait, à chaque fois que... Donc, finalement... Tu peux pas poser, planifier... Rien n'était posé. Voilà. Stratégifier. On n'a jamais eu le temps de poser, de planifier. Et quand, exemple, on arrivait à la fin de la semaine, après avoir résolu 1000 montagnes et problèmes opérationnels, pour faire de la stratégie, déjà, t'es fatigué, t'as assez peu de temps pour le faire, et puis hop, c'est à ce moment-là qu'il y a un autre bug, et que, attention, toute la boîte se remet en branle-bas de combat pour résoudre le bug. Donc, effectivement, gérer des opérations extrêmement lourdes, avec en construisant le système en même temps qu'il était déjà opérationnel. Et puis une attente énorme derrière des investisseurs, du marché, pour croître et vous développer. Ouais. Quoi. Et quand il y avait un bug, si tu veux, tout, par exemple, je donne l'exemple des développeurs. Ils s'arrêtaient de travailler pour résoudre le bug, parce que sinon, tu avais des milliers de personnes qui déjeunaient pas ce jour-là. Il y en a eu pas mal, des journées noires, comme on les appelait. C'est autant de temps qu'ils n'ont pas passé, en fait, sur la feature ou sur la dette technique qu'il fallait résoudre. Donc, en fait, finalement, il faut se rendre compte de ça, c'est très important. Quand tu commences à opérer un business, tu te crées énormément de dettes au quotidien. Donc, tu fais des choix, et ces choix, avant de te lancer et avant de commencer un business, tout est facile, tu peux tout imaginer, tu peux tout changer, tu as le temps de tout stratégiser, tu as encore le pouvoir d'être lucide. Et quand tu es dans les opérations, tu es beaucoup moins lucide parce que tu es fatigué et que tu y passes du temps, que tu dois résoudre des problèmes et que aussi tu as choisi une direction et que c'est quand même compliqué. Bien sûr, on est des startups, on reste agile. C'est quand même beaucoup plus compliqué que d'en changer que quand rien n'existe. Non, c'est sûr. Et donc, c'est vrai, énorme learning. Finalement, à la fois, ça a été génial de lancer très vite. Et puis, il ne faut pas rester 1000 ans en chambre blanche à essayer d'anticiper ce que vont penser tes clients. Pour autant, la préparation,
c'est clé. Et l'anticipation, voilà. Donc ça, pareil, c'est un truc que je referai pas. Ça va être peut-être quelque chose que tu mettras en place sur ton prochain business. Oui. Donc, on est en 2022. Oui. Vous arrêtez Frichti. Vous décidez, du coup, de vous mettre à la retraite et de plus jamais rien faire dans le reste de votre vie ou ça commence à déjà déborder, à bouillir d'idées? On se dit, il faut qu'on prenne du temps pour nous, pour nos enfants, qu'on n'a pas beaucoup vu grandir, etc. On va voyager. Et puis, le destin fait les choses comme il fait les choses. On rencontre Sophie, qui est notre associée aujourd'hui sur notre nouveau projet Cellar, et qui nous parle de son idée. Et c'est donc une rencontre complètement fortuite, puisque c'est une amie d'amis des parents, enfin bref. Et cette femme a notre âge, donc 36 ans aujourd'hui. Elle est capitaine de marine marchande, elle est franco-suédoise, elle vit depuis 15 ans au pôle Nord. Et elle a ce projet dingue de créer un bateau complètement zéro émission pour pouvoir emmener des gens en expédition et faire du tourisme en Arctique, mais de manière beaucoup plus responsable que ce que c'est fait aujourd'hui. Et elle ne sait pas trop par quel bout prendre le sujet, notamment parce qu'un bateau, ça coûte très cher. Et donc, elle sait exactement les technologies qu'elle veut utiliser. Elle a beaucoup réfléchi avec un architecte naval. Mais voilà, c'est le projet en est là et elle doit trouver un moyen de le financer. Vous tombez sur elle par hasard ? Par hasard. Vous n'aviez pas particulièrement envie de lancer quelque chose dans ce domaine-là. Pas du tout, c'est vraiment un mois après notre départ de Frichti. Et à quel moment, en rencontrant quelqu'un comme ça, vous dites, alors que vous venez de sortir de 7 ans d'aventure dingue, on va se relancer, qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les drivers ? Ça a été assez progressif, mais ce qui est rigolo, c'est, tu sais, ce genre de call que tu prends, quelqu'un te demande de l'aide et le père de Quentin l'appelle, dit « Ce serait vraiment gentil que tu parles à cette fille. » Il dit « Bon, d'accord », mais un peu vraiment reculons. Et en fait, en une demi-heure, elle est tellement solaire et son projet est tellement dingue que déjà, elle a une personnalité qui fait que t'accroches. 2 semaines, elle habite à Marseille, 2 semaines plus tard, on y était, on lui dit « Viens, on se rencontre ». On regarde ton BP. Donc, au début, c'est quand même très de fil en aiguille. Ça veut dire... C'est très d'investissement. Au début, j'imagine qu'elle recherche surtout des fonds. Exactement. Elle ne recherche pas des cofondateurs. Elle recherche des fonds ou même... Je pense même pas qu'elle nous contacte en se disant... C'est l'occasion de faire un petit week-end à Marseille. On va aller voir un peu le soleil. C'était prévu de toute façon. Donc, on lui dit, viens. Et en fait, de fil en aiguille, on décide d'abord de... Au début, c'était juste, on t'aide, t'es super sympa et ton projet est génial. Et puis, en fait, c'est devenu, tu sais quoi, on va investir, nous, et on va vraiment te coacher de manière un peu plus structurée et intensive. Ton projet nous plaît. Et puis, en fait, de fil en aiguille, c'est devenu, vas-y, on s'associe, on devient cofondateur. Vous avez réentrepris un peu involontairement, sans le vouloir. Ça s'est fait progressivement et naturellement. Il n'y a pas eu cette recherche. Vous n'êtes pas posé, recherché une idée. Vous vous êtes pas posé la question de savoir ce qui vous intéressait à proprement parler. C'est venu naturellement. Et finalement, c'était un bon choix ? Un excellent choix. Vous êtes content d'avoir lancé ça plutôt qu'autre chose ? On est extrêmement content d'avoir lancé cette entreprise. Mais pour revenir sur la rencontre fortuite... C'est rigolo parce que c'est aussi comme ça que j'ai rencontré la chef de Frichti qui a été, je pense, assez déterminante dans le succès parce qu'après, elle est devenue directrice de toute l'offre food. Je l'ai rencontrée chez le coiffeur par hasard. Et en fait, il y a une, tu sais, dans l'entrepreneuriat, une composante de chance, mais je pense qu'il y a aussi quand même l'idée de savoir saisir ces moments et ces gens ou ces idées. Et que finalement la chance elle se provoque et c'est parlons par exemple de l'expérience coiffeur parce que moi je parle pas tout le temps aux autres clients. Toi, qu'est-ce qui s'est passé chez le coiffeur qui a fait que tu as rencontré cette nana? Tu t'es intéressée à elle, tu étais ouverte à lui parler? J'ai parlé de mon projet à la coiffeuse qui était hyper sympa et qui m'a dit mais attends, j'ai une cliente là, elle est chef dans un resto étoilé et elle me disait hier qu'elle en avait marre et du coup je lui dis vas-y, mets-nous en relation. Tu vois, comme quoi il faut toujours parler de son projet à autant de gens qu'on peut. Il y a beaucoup de gens qui parlent pas de leurs idées parce qu'ils ont peur et finalement ils y gagnent. Et c'est comme ça qu'on déclenche un peu le hasard. C'est finalement en parlant à tout le monde autour de soi, quoi. Exactement. Et tu poses plein de petites graines et à un moment il y a une graine qui... Faut pas avoir peur de la confidentialité parce qu'il y aura forcément quelqu'un qui a la même idée en même temps que toi. Ça c'est la loi, tu sais, de l'emmerdement maximal, mais c'est toujours comme ça. Nous, Frichti, il y a eu 5 concurrents qui se sont lancés en même temps. On avait l'impression d'avoir des micros chez nous. Mais donc, finalement, en fait, ça rapporte beaucoup plus de parler de son projet que d'être stressé de la confidentialité. Et puis,
on peut copier une idée, in fine, ce qui compte, c'est l'exécution quand même. Donc, je suis d'accord avec toi, il faut en parler et ça fait naître tellement d'opportunités. Il y a tout le temps une question de hasard. Ce dossier, vous n'aurez plus jamais le rencontrer. Vous aurez pu décider de ne pas poursuivre, de ne pas aller à Marseille. Il s'avère que vous étiez disponible, que vous aviez du temps à ce moment-là. Exactement. Donc, et que j'imagine le projet vous parlait. Qu'est-ce qui vous parlait dans ce projet? Est-ce qu'il parlait plus à toi, plus à Quentin? Est-ce qu'il vous parlait à tous les deux en tant que couple? Ouais. Alors, première chose, c'est le sens. C'est l'idée de... Tu vois, quand tu regardes le secteur de la croisière, enfin du maritime en général, c'est plus polluant que le secteur de l'aviation. Sauf que tout le monde parle de plus prendre l'avion, mais plus personne ne parle de... Parce qu'il y a une énorme partie fret aussi. Hein. Oui, exactement. 2/3 de cette pollution, c'est le fret. Okay. Et 1/3, c'est la croisière. Mais donc, quand même, c'est un vrai enjeu. Comment tu décarbones le maritime? Il y a plein de boîtes qui se lancent en ce moment sur le fait de soit faire des cargos à voile, soit mettre des voiles sur des cargos. Mais en tout cas, des moteurs à hydrogène aussi. Voilà, donc comment tu crées des bateaux ou tu améliores des bateaux existants pour réduire drastiquement l'impact carbone du transport maritime. Et puis, il y avait 0 initiative sur la croisière, où, à l'inverse, c'est plus la dernière annonce, il y a 2 ans, c'était The Icon of the Seas. Ouais, 6000 passagers à bord, des toboggans. Enfin, mes enfants m'ont envoyé des stories TikTok toute la journée. Ils étaient fascinés par le bateau. Assez effarant. J'étais triste qu'ils soient fascinés par ce bateau-là, mais bon, excusez-moi. Ouais. Et alors, dans une bien moindre mesure, si tu regardes la croisière en Arctique, et, laquelle Sophie, du coup, notre associée, nous a sensibilisés, c'est que des bateaux extrêmement polluants. Que ce soit les petits, les gros bateaux, etc. C'est des brise-glaces, hein, c'est ça? Alors, pas toujours. Tu as juste besoin... certains bateaux juste sont résistants à la glace. Et d'ailleurs, nous, on est très, très contre briser la glace parce que tu n'es pas là pour détruire les écosystèmes. Et en plus, briser de la glace, c'est énormément de fuel. Parce que je te laisse imaginer la taille et l'épaisseur de la banquise et il faut énormément de puissance. Donc, pour toutes ces raisons, ça n'a aucun sens de le faire pour des raisons, en tout cas, touristiques. Mais voilà, et elle nous parle de sa passion pour cette région, de à quel point cette région est fabuleuse et mérite d'être découverte, mais qu'elle ne veut plus y travailler dans les mêmes conditions parce que c'est des bateaux qui polluent, ou tu craches de la fumée noire à la tête des ours, ou... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens d'aller voir ces zones qui te connectent d'une manière extraordinaire à la nature, qui te font voir le réchauffement climatique d'une manière extrêmement palpable, mais de le faire en étant à bord d'un bateau où tu pollues plus que... La meilleure manière, c'est 3 Paris-New York. C'est de ne pas y aller, non? Pour le coup. Alors, tu peux te dire que effectivement, une des manières n'est de ne pas y aller, mais premièrement, la réponse un peu défensive à ça, c'est que ça, c'était les volontés des pays qui gèrent ces zones, pourquoi pas? Mais c'est pas du tout la Norvège n'est pas un pays écologique, la Groenland n'est pas un pays écologique, donc les croisières ne seront pas interdites. Donc, soit tu laisses les bateaux existants continuer à y aller et continuer à développer des flottes polluantes, soit tu montres que c'est possible de le faire différemment par l'exemple. Première réponse. Deuxième réponse, moi je crois profondément que le voyage doit continuer. Parce que tu peux te dire, en fait, demain on va tous partir dans le Jura, et c'est très bien, il y a beaucoup de tourisme local qui se développe. Personnellement, je pense que quand le voyage a du sens, qu'il est bien fait, que c'est une expérience qui est transformative, que ce soit en Arctique, en Inde ou ailleurs, il a une vertu extraordinaire. Tu reviens changé, beaucoup plus sensible à la planète, à l'humain, et qu'il ne faut pas que ça disparaisse. On dit que Greenpeace, par exemple, aurait été lancé après la première marche sur la Lune, après que l'homme ait marché sur la Lune, et après le moment où on a pu voir la Terre de loin et se rendre compte, justement, c'est un peu la naissance de l'écologie moderne à ce moment-là. Donc, toi, l'idée, c'est de pouvoir sensibiliser les gens en les amenant là-bas, et en se disant qu'ils vont en revenir changer, transformer. Exactement, c'est tellement enrichissant de rencontrer les gens sur place, des Inuits. Enfin, le voyage, c'est aussi ça, c'est des rencontres humaines qui te font sortir de ton prisme, de ton quotidien. Observer un ours pendant 6 heures, en fait, tu te rends compte de la fragilité de la nature, de sa beauté. Évidemment, sur place, en plus, tu as des conférences de glaciologues. Enfin, tu es extrêmement sensibilisé à tous ces enjeux. Pour comprendre un petit peu, donc l'idée, c'est d'amener des gens pendant une croisière qui va durer... quelques jours, quelques semaines? En moyenne, c'est 8-9 jours. Effectivement, on appelle ça plutôt une expédition qu'une croisière, parce que t'es à bord d'un bateau, effectivement, d'un petit bateau où il y a seulement 36 passagers et 24 membres d'équipage.
L'idée, c'est de vivre assez en synergie avec l'équipage et d'être complètement immergé donc dans des terres arctiques. Ce sera en partie, ça dépend de la saison, en Norvège, au Svalbard ou au Groenland, mais donc qui sont des terres extrêmement reculées et d'aller y observer des animaux, y faire des activités assez sportives, de te dépasser et d'être complètement coupé du monde, parce qu'on a une politique assez stricte sur l'idée qu'il n'y ait pas, Internet et pas de connexion, et que ça fait vraiment partie de l'expérience. Voilà, tout en recevant beaucoup de conférences. T'es accompagné par des guides, à la fois pour les activités sportives et pour t'enrichir sur ce monde qui est complètement... Et l'idée, c'est que donc pour pouvoir faire fonctionner cette offre, fallait un produit qui était ce bateau, et ce bateau, il fallait le construire, du coup. Alors, ce sont des expériences et une terre que tu ne peux découvrir que par la mer. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de village, il n'y a pas d'habitants. Sur 80% du territoire dont je viens de parler, il n'y a pas d'habitants. Donc, effectivement, il faut un bateau. Et l'idée, voilà, c'est un bateau qui est le moins polluant possible. Et donc, c'est un bateau qui est 90% moins qu'un bateau traditionnel de croisière sur place. J'ai vu les photos. Voilà, c'est un voilier. Sur Cellar, quel est le nom de domaine? Cellar.cc. On mettra une petite référence dans le lien du podcast. Et donc, c'est un voilier de 70 mètres qui a 5 voiles en rigide, recouvertes de panneaux solaires, et donc qui est alimenté à la fois par l'énergie du vent, du soleil, puisque les panneaux solaires permettent de stocker de l'énergie en batterie, qui est ensuite utilisée pour alimenter l'énergie du bord ou même faire avancer le bateau. Donc, c'est des mâts rigides qui s'orientent pour pouvoir justement... c'est un bateau à voile pour prendre le vent. Ouais. Et en même temps, ils sont recouverts de panneaux solaires pour pouvoir récupérer de l'énergie photovoltaïque. Et tu as tout un parc à batterie qui permet de stocker cette énergie et de la réutiliser si tu n'en as pas besoin immédiatement. Donc, le bateau est totalement silencieux en pleine nuit. Donc, exactement. Le bateau, il est sans émission, silencieux, sans vibration. Donc, en plus, il permet au-delà de pas émettre du CO2, mais c'est aussi pas déranger la faune quand tu t'approches. Il n'y a pas de propulsion. Si, il y a quand même des moteurs électriques quand même pour pouvoir propulser le bateau, j'imagine. Exactement. Il y a des moteurs dans lesquels vient s'injecter en priorité l'énergie qui est stockée dans les batteries. Et il y a quand même une réserve de biocarburant. C'est pour ça qu'on ne dit pas qu'on est zéro émission, qui vise à être utilisé s'il n'y a pas assez d'énergie dans les batteries. Mais le but, c'est de l'utiliser le moins possible. D'accord. Donc, une énorme partie de la croisière sera faite avec Exactement. Les voiles. Avec les voiles et avec l'énergie du vent et du soleil, qui est finalement revenir à la source de la manière dont faisaient nos ancêtres pour voyager, qui ont toujours voyagé à la voile. Et donc, c'est évidemment avec beaucoup de nouvelles technologies tout de même, mais revenir à ça. Donc, un projet complètement différent de Frischti. On revient plutôt à un produit comme les petites bougies de l'époque. Non, mais... Alors, pas du tout, parce que en fait, c'est complètement différent de Frischti, oui, mais pas du tout proche des bougies, parce qu'il y a plein de choses qui changent. C'est-à-dire, pourquoi c'est différent de Frischti? La première chose, c'est que c'est un projet industriel. Il faut construire du hardware ou du CAPEX, que ça coûte beaucoup d'argent de construire un bateau, et c'est extrêmement long. Donc nous, ça fait déjà 2 ans et demi, 3 ans qu'on travaille sur le projet. Et il sera à l'eau en octobre. Les premières expéditions commencent en octobre 2026. C'est extrêmement dur de faire financer un bateau. On fait ça avec des VC, avec des investisseurs, avec des banques. Donc faut trouver. On fait ça avec des banques. On fait ça avec pas trop des VC. Donc c'est pas le modèle absolu de financer du hardware. Ils aiment pas ça. Et du CAPEX. Et je comprends. Et justement, c'est un profil de boîte qui est assez différent de celui qui est financé habituellement par des fonds de VC. Donc, nous, on a une vingtaine d'investisseurs. Il y a des family office, il y a des entrepreneurs que le projet fait complètement rêver. Il y a d'un côté la société qui détient le bateau et qui est financée par des banques, et de l'autre côté, une société qui l'exploite, ou c'est la même société ? Alors, c'est un petit peu compliqué le montage bancaire qu'on a fait, qui est très commun dans le maritime. Mais non, c'est une seule et même société qui est financée. Ouais, c'est une seule et même société qui est financée. Et effectivement, du coup, il est très différent parce que, voilà, CAPEX, hardware, qui normalement fait un peu peur à des entrepreneurs de la tech, on va dire, et même aux fonds traditionnels qui financent de la tech. Donc, on n'a pas levé du tout des fonds auprès des mêmes personnes que dans le passé. L'autre chose qui est différente, c'est, je te dis, le rapport au temps. Nous, en plus, chez Frischti a été particulier. On a toujours
couru après le temps et voilà, réparer l'avion en vol. Là, on a vraiment le temps de faire les choses parce que de toute façon, tu n'accélères pas. Un bateau, c'est 2 ans de construction et c'est 2 ans de construction, point. Donc, là, ça a déjà commencé. Ça a commencé il y a 6 mois et il sera livré première expédition octobre 2026. Donc, vous avez 24 mois pour organiser l'expérience client, pour tout préparer sur place. Exactement. Et pour acquérir vos clients ou comment vous allez faire? Ouais, alors... Qui sont vos clients et vous les trouver où? Donc, juste pour finir sur le temps, effectivement, 24 mois pour tout préparer, pour anticiper, pour commercialiser la première année de croisière. Enfin, le temps de tout, quoi. Le temps de recruter. Donc, là aussi, c'est quand même radicalement différent de Frishti. Et l'autre chose, c'est effectivement le go-to-market. Donc, Frishti, c'est une boîte purement B2C. On a, au fil du temps, inventé un peu nos go-to-market, puisque au début, c'était que des particuliers qui commandaient, et même s'ils le faisaient en entreprise, ils le commandaient en leur nom. Et je pourrais raconter sur comment on a inventé la cantine d'entreprise, qui a été finalement une très forte stratégie de croissance et vrai go-to-market. Donc c'est l'entreprise qui payait pour le compte. En fait, elle ne payait pas, mais elle communiquait pour nous. Elle avait un service gratuit qu'elle était très contente d'offrir à ses salariés. Je me rappelle, on l'avait pris. Et ça a été un vrai relais de croissance très organisé qui nous a permis d'avoir une stratégie un peu B2B. Ça permet d'offrir un avantage salarial et de faire en sorte que les salariés restent sur place et partent pas, par exemple, pendant 2 heures déjeuner ailleurs. Exactement. Beaucoup d'avantages. En fait, il y avait énormément d'avantages. Il y avait des prix moins chers pour les salariés que, en plus, du coup, tu permettais en tant qu'entreprise. Donc, toi, tu avais l'impression de délivrer de la valeur pour tout le monde. Et nous, en fait, c'était notre cheval de Troie. C'était éligible au chèque resto? Oui, c'était éligible au chèque restaurant. Okay. Et nous, c'était notre cheval de Troie parce que d'un coup, une entreprise et un RH nous permettaient d'un coup de toucher 70 clients B2C. Donc, ça a vraiment été une stratégie de croissance qu'il a fallu inventer et qu'on n'avait pas anticipé. Donc, sur Cellar, stratégie de croissance assez... comment dire ? Il existe aussi un go-to-market B2B et c'est ça qui nous a plu. C'est... en fait, on n'est pas seul à vendre nos expéditions à la cabine. Avant même que le projet n'ait commencé, il y avait une partie du chiffre d'affaires qui était signée via des agences de voyage et des tours opérateurs et qui permettent d'atteindre en fait le break-even du projet. Il y a une demande élevée déjà et une offre qui est pas là, qui est pas présente, c'est ça ? En fait, il y a une demande énorme du marché et c'est un marché qui grandit. Il y a beaucoup de tours opérateurs ou d'agences de voyage spécialisées dans l'expédition polaire qui savent qu'ils revendront ces cabines et qui ont du mal à trouver des bateaux qui soient des zéro émission, enfin des bateaux propres, il n'y en a pas, donc déjà ça c'est simple. Mais même au-delà de ça, des bateaux confortables avec un très très bon équipage qui a l'envie d'aller explorer dans les glaces. Enfin voilà, il y en a pas beaucoup. Donc ils ont déjà surbooké, sécurisé leur place et ils nous ont, on a signé des contrats. Donc finalement, voilà l'idée qu'il y a un go-to-market. Donc c'est pas vous passez par des agences et si je veux encore participer à une de ces croisières, à une de ces expéditions. Donc en fait, il y a une partie des croisières qu'on a vendues à des agences qui ensuite eux revendront à la cabine. Mais il y a aussi une partie qu'on a gardée en direct parce que évidemment, nous notre ambition c'est de développer notre marque en direct et de à terme faire grandir cette. Est-ce qu'aujourd'hui je peux acheter une place? Aujourd'hui, tu peux acheter une place. Ça sera en quelle année? La première expédition octobre 2026. Donc, si tu vas sur le site, tu as globalement fin 2026 plus tout le début 2027 où tu as des expéditions Cellar ouvertes à la vente. Et donc, on a ouvert les ventes il y a 6 mois, et ça même en direct, parce que B2B, c'était avant, et ça marche très bien. Et voilà, mais vous le saviez c'est une double jambe. C'est-à-dire qu'avant de vous lancer dans ce projet avec cette entrepreneuse que vous aviez rencontrée, enfin cette capitaine de bateau, vous saviez comment vous alliez déjà commencer à vendre départ, enfin vous saviez comment vous alliez marketer votre offre. Ça faisait partie du projet, ça faisait partie de l'idée. De toute façon, les banques ne nous auraient pas financé le bateau si on n'avait pas eu de contrat. D'accord. Donc, simple. Basique, il n'y aurait pas eu de projet s'il n'y avait pas eu de contrat. Déjà, je te laisse imaginer effectivement être néo-armateur, financer un premier bateau qui en plus est innovant. Même si les banques adorent financer le maritime, c'est pas facile. Quand tu dis les banques adorent financer le maritime, c'est que j'avais l'impression qu'un bateau comme un avion, par exemple, ça perdait 50% de sa valeur le jour où c'était livré. En fait, ça se déprécie par rapport à de l'immobilier qui s'apprécie.
Et normalement, c'est pas le genre d'asset, d'actifs que les banques aiment financer. Non, ça marche ne pas comme ça. déprécie pas parce qu'en fait, le temps de construction est tellement long qu'au contraire, il prend plutôt de la valeur dans les premières années. Ok. Qu'il a une durée de vie quand même assez longue et qu'ensuite le business model qu'il y a derrière te permet une exploitation rentable day one. Donc non, c'est des business qui aiment bien. Les ordres de grandeur des prix de construction sont des ordres de grandeur publics ou plusieurs dizaines de millions d'euros. Ouais, c'est ça. Pour un bateau. Un bateau. Et l'idée, j'imagine, c'est pas de s'arrêter à un bateau. Non, voilà, l'idée c'est de faire 10 bateaux en 10 ans, mais après, voilà, ça reste une ambition. En fait, calibré, c'est-à-dire on n'est pas justement en train de se précipiter et de se dire on va faire 1 milliard de chiffre d'affaires dans 5 ans, pas du tout. Et on a aussi ce qui nous a plu pour revenir à quel point c'est différent de Frishti, même si Frishti était très très bien, mais finalement pourquoi aussi ce business nous a attirés aussi vite et on a eu l'impression d'avoir un peu tiré les leçons, c'est il y a un horizon de rentabilité qui est très clair. Aujourd'hui, les contrats qu'on a signés en B2B, ils nous permettent d'être break-even sur le projet, donc c'est un risque qui est hyper maîtrisé. On sait comment on grandit, on sait ensuite comment on est rentable. Chaque euro de chiffre d'affaires qu'on vend aujourd'hui à partir de maintenant nous permet de rendre la boîte profitable. Et donc, c'est une boîte qui a besoin de lever de l'argent au début, mais qui ensuite sera autofinancée. Et cette idée d'être autonome, indépendant, même si un jour on relève des fonds, on relève des fonds parce qu'on l'a décidé et pas parce qu'on y est forcé, comme on l'a été chez Frishti, qui structurellement avait toujours besoin de cash. C'est extrêmement agréable. Et c'est vrai que personnellement, et Cellar ne sera pas mon seul business dans les 20 prochaines années, mais je ne repartirai pas, et c'est encore une fois très personnel, mais sur des business qui ont besoin de cash fondamentalement pour survivre pendant trop longtemps. Oui, pour une première levée de fonds, parce que j'aime faire des projets ambitieux et qu'effectivement ça permet de lancer des choses voilà, sans devoir financer à la petite semaine et attendre 10 ans que ça grandisse. Mais non, pour ensuite monter des business qui structurellement dépendent de levée de fonds et ce pendant des années. Parce que faut être conscient de ce que ça veut dire et de se mettre dans les mains et de mettre ton destin, en tout cas, dans les mains de la décision de quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est un business complètement différent et je comprends aujourd'hui ce que tu cherches chez Cellar que tu n'as pas trouvé chez Frishti. Et à contrario, est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui te manquent, que tu avais chez Frishti et que tu ne trouves pas dans Cellar ? Je ne sais pas aujourd'hui où vous en êtes du projet, si vous êtes une petite équipe, une grande équipe, comment ça occupe tes journées ? Ouais. En fait, l'équipe est basée à Marseille. Okay. Donc, ce qui me manque, c'est d'être au quotidien on y va de temps en temps, etc. Mais Quentin et moi, on est basés à Paris et le reste de notre petite équipe est basé à Marseille. Peut-être ce qui me manque le plus de Frishti, c'est cette vie d'équipe qui était extraordinairement enrichissante. Et je veux dire, l'énergie physique dans chaque meeting, le fait de croiser des gens que tu adores tous les jours et d'être content d'arriver au bureau parce que tu aimes les gens profondément avec qui tu travailles, ça c'est génial. Et on l'a sur Cellar, mais à beaucoup, beaucoup plus petite échelle. Et en plus, en n'étant pas physiquement dans la même ville. Je dirais que c'est ça qui me manque le plus. Aujourd'hui, les équipes font quoi ? Donc, la construction du bateau, elle est outsourcée, hein, c'est un chantier qui s'en occupe. Oui, on a quand même une personne en interne, un directeur technique qui suit le projet, puisque c'est effectivement... aujourd'hui, le principal enjeu du projet, évidemment, au-delà de construire la marque, de vendre, de commercialiser, et puis voilà, ça reste quand même que le bateau il soit livré à l'heure et dans le budget. On va dire que... et qui flotte. Mais bon, ça, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Ouais, j'imagine que vous êtes assuré au cas où. Non, le jour où tu le mets dans l'eau. Ça, en fait, quand tu n'es pas du maritime, tu es là, mais on est sûr qu'il va flotter ou qu'il va avancer. Et en fait, tout est calculé, millimétré, tout est estampillé par le pavillon français, par le bureau Veritas. En fait, il y a zéro... question technique, aujourd'hui tout est vraiment le bateau est totalement unique par contre, hein, vous ne repartez pas sur un plan existant. Le bateau est totalement unique, les voiles elles sont brevetées. Okay. Après il combine beaucoup de techniques. Par vous, hein, c'est-à-dire que... par une boîte qui est en partie détenue par Cellar et en partie détenue par l'architecte naval qui a inventé ces voiles. D'accord. Donc il y a un risque inhérent à la nouveauté de ce que vous construisez quand même, quoi. Oui, alors je vous invite vraiment à aller voir le bateau, hein, c'est complètement dingue. Le risque, il est plus de savoir à quel point on va décarboner et à quel point les voiles vont être performantes. Il n'y avait pas un bateau de Cousteau d'ailleurs qui était avec des voiles fixes ou j'ai l'impression qu'il y a déjà eu des concepts de voiles fixes. Les voiles rigides existent en tout cas, je ne sais pas pour Cousteau, mais sur beaucoup d'initiatives pour décarboner le fret. Ouais. Effectivement, en tout cas, elles n'existent pas encore sur la croisière, mais il y a plusieurs bateaux de notre type en construction.
Même si, voilà, personne n'a... C'est très inédit, c'est pas les voiles rigides, c'est le côté d'y avoir accroché des panneaux solaires. Donc, on est quand même dans le domaine de l'hospitalité de luxe, Oui. puisque c'est des croisières, des expéditions que tout le monde ne pourra pas se permettre, j'imagine. Il y a un plaisir, il y a un plaisir à travailler dans le beau, à travailler dans le détail, j'imagine, parce que vous avez 2 ans, vous avez travaillé sur je sais, parce qu'on a eu une architecte intérieure en commun. Vous avez travaillé sur ces sujets en rentrant de manière très précise dans tous les petits détails. C'est quelque chose qui vous plaît? C'est quelque chose de différent que vous cherchiez ou ça fait partie du jeu et ça fait partie de ce qu'il faut faire et il n'y a pas de passion à proprement parler? Ou c'est une des raisons pour lesquelles vous avez aussi lancé ce business? Non, c'est clairement une des raisons. C'est moi, ma passion, c'est de créer des expériences, de créer des marques, de le faire avec beaucoup d'âme. En l'occurrence, ce que j'adore sur ce projet, c'est l'idée d'emmener des gens voyager et qui reviennent complètement transformés. Et comment tu fais ça, en fait? Comment ça va passer? Alors, effectivement, on va le faire à une assez petite échelle, puisque c'est un bateau de 36 passagers. Mais quels sont les codes que tu inventes? Comment tu réinventes en partie l'hospitalité de luxe? Parce qu'en fait, j'aime pas ce mot de luxe. C'est pas du luxe qu'on fait. C'est extrêmement expérientiel. C'est peut-être comment tu vas créer cette émotion et ce souvenir pour la vie. Comment tu marques les gens à vie et tu leur fais vivre une expérience complètement unique qui mélange évidemment de l'esthétisme, mais surtout une connexion à la nature unique et à l'humain. Parce que moi, mes meilleures expériences de voyage, évidemment, c'est quand tu es reçu par un local qui t'assoit chez lui par terre et qui te sert un repas et que tu discutes de choses complètement incroyables. Il y a une expérience hors bateau, c'est-à-dire que l'idée, c'est de faire sortir les gens, c'est de passer une grande partie du temps sur le bateau. Ouais, l'idée, c'est de passer 6 à 8 heures par jour en dehors du bateau. D'accord. Okay. Donc, d'être très souvent à terre, en train de soit faire des activités sportives comme marcher sur des glaciers, tout simplement randonner, observer des animaux, etc. Faire du paddle, du kayak, de l'apnée sous glace, c'est une plateforme d'activité absolument extraordinaire. Et en Norvège ou surtout au Groenland, l'idée, on aura quand même pas mal de parties à terre et d'aller à la rencontre de villages inuits qui sont coupés du monde pendant 9 mois de l'année par l'hiver. Et on travaille avec des guides extrêmement spécialisés qui ont accès à ces tribus. Enfin, voilà, il y a aussi une dimension de rencontre. Même s'il est vrai qu'au pôle Nord, c'est pas l'endroit le plus peuplé. Donc, la dimension humaine, elle se passe aussi à bord. Comment tu réinventes les codes de la croisière? Déjà, on ne s'appelle pas croisière, on s'appelle expédition. Pour gommer la frontière entre l'équipage et les clients. Bien sûr, ils ont payé, ils sont là, il leur faut du service. Mais comment ils se sentent partie prenante aussi des décisions de l'expédition? Parce que je crois profondément que ce que tu vis, ce qui fait que tu vas t'en souvenir, c'est la manière dont tu vas connecter avec les gens à bord, pas avoir l'impression d'être servi, avoir l'impression de te challenger, d'aller un petit peu au-delà de là où tu voulais aller ou là où tu pensais pouvoir aller. Peut-être te baigner dans l'eau à 0 degré, au moins -1 sans combinaison. T'arrives sur le bateau, tu pensais pas le faire, et puis finalement, porté par l'énergie collective, tu vas le faire, et ce sera un souvenir qui restera gravé. Ça marche toute l'année? C'est un saisonnier comme business? Nous, on reste toute l'année en Arctique, ce qui est assez inédit aussi. Il y a beaucoup de bateaux qui y vont uniquement pour la saison haute et qui ensuite retraversent le monde pour aller en Antarctique. Et nous, notre spécificité, c'est que nos bateaux, et puisque effectivement il y aura d'autres destinations, d'autres bateaux, mais on veut qu'ils soient profondément ancrés dans une zone, parce que on pense que c'est la meilleure manière de développer l'expertise de l'équipage. On pense que c'est la meilleure manière de développer aussi des programmes de régénération. Il y a 24 membres d'équipage. Donc après, qui font des rotations, parce que quand ils travaillent, c'est quasiment non-stop. C'est pas énorme pour 36 cabines, c'est ça? Il y a 18 cabines, 36 passagers, 24 membres d'équipage. Et donc voilà, comment tu fais vivre ça aux gens, tu réinventes les codes de l'hospitalité pour que ce soit en fait le plus grand des luxes, à savoir permettre aux gens d'être dans le moment présent et de se graver des choses pour la vie. Et pour préparer ça, vous êtes allé plusieurs fois en Arctique, vous éprouvez la chose, vous êtes allé on est allé vivre l'expérience? Plusieurs, évidemment. J'imagine. On est allé vivre ça... avec des bateaux polluants?
Ouais, bah oui, du coup. Il n'y a pas d'option. Il n'y avait pas d'autre option. On a fait aussi une expédition en Norvège d'une semaine, coupée du monde, de nos enfants aussi, ce qui est... J'étais injoignable. Ça veut dire que s'il se passait quoi que ce soit, je ne pouvais pas le savoir. Parce qu'à un moment donné, au milieu du désert... En même temps, tu n'aurais pas pu vraiment aider, j'imagine. Non, j'aurais pas pu aider, mais ça m'a parfois fait paniquer. Mais en même temps, c'est ce dont je me souviens le plus. En autonomie, avec des guides où tu as tes chiens de traîneau, ta propre nourriture, tu vas chercher ton eau, tu chauffes ta tente, ton refuge. Il fait -20. Donc on a fait des choses voilà, on s'est confronté un peu aux expériences. On a une associée qui le vit depuis 15 ans, a aussi une vision hyper forte Elle était de capitaine de ce type de bateau, c'est ça? Elle a fait beaucoup de bateaux différents, mais elle a une première compagnie maritime, effectivement, où elle a Génial. fait Ça a l'air complètement dingue. Franchement, je vais directement aller voir sur le site combien ça coûte. J'espère qu'on t'accueillera à bord. Ouais. C'est dans 2026, tu disais, donc c'est imminent. Bah oui, non, il reste 1 an et demi avant la première expo. C'est fin 2026. Non, il reste. Prendre son temps pour faire les choses. Le bateau est loin de flotter là quand même. Vous avez des vicis, vous avez qui au capital? Il y a des gens qui vous mettent la pression ou vous pouvez faire totalement les choses à votre rythme, comme vous le voulez? On fait les choses à notre rythme. C'est que vous cherchez, on a très bien anticipé les choses. On n'a pas survendu les choses. C'est-à-dire que ça, c'est aussi un des learnings. C'est quand tu es dans une logique de lever beaucoup d'argent, de vouloir créer des licornes, ce que vous faites très très bien aussi chez Exa, mais tu es quand même globalement dans une 2 chevaux qui va à 250 à l'heure sur une route de campagne. Voilà. Là, on a bien millimétré les choses. Évidemment, il y a une part de risque. On crée un armateur, on crée un bateau. Mais on a voulu maîtriser et ne pas être presque sous-promettre pour pouvoir surdélivrer et être très pro vis-à-vis de nos investisseurs à qui on communique. Et ce changement de temporalité, est-ce que ça vous permet finalement, Quentin et toi, d'arriver à mettre une distance justement entre votre projet, votre vie, entre la vie professionnelle et la vie personnelle, où aujourd'hui encore c'est très flou et ça vous prend énormément de temps, d'énergie? Non, alors... ça nous prend... On est extrêmement organisé et structuré et ça nous prend pas tout notre temps en plus. Donc, en fait, ça nous... Comment dire? Notre but a toujours été de se rendre indispensable opérationnellement. Ça fait 2 ans et demi qu'on travaille sur le projet. Dispensable, donc qu'on puisse se dispenser de vous. Qu'on puisse se dispenser de nous et d'organiser les choses de telle sorte à avoir assez vite une associée qui est CEO du projet. Nous, on n'est pas CEO, on est cofondateur. Qu'on traîne, à qui on transmet énormément de choses de nos expériences passées et de mettre en place les bonnes méthodologies et les bonnes personnes pour qu'ensuite la boîte soit vraiment très organisée et que l'opérationnel ne devienne plus un problème parce qu'il est organisé, qu'il est anticipé et que nous, du coup, une fois ça mis en place, on puisse se concentrer sur la stratégie de l'entreprise et fixer la barre, la culture d'entreprise. Il y a plein de choses. Mais donc, c'est une approche extrêmement différente. Et on a probablement aussi vocation à ce que ce soit tellement bien organisé qu'à côté, on pourra se permettre de penser à d'autres business. J'en viens à ma dernière question, et qui est tout le temps la question que je pose à tous mes invités, c'est si tu devais lancer autre chose, donc a priori c'est dans les plans, il y a plein de gens qui me disent non, c'est le dernier business de ma vie, je n'arrive pas à imaginer à faire autre chose, mais a priori toi c'est imaginable, ça ressemblera à quoi? Ça sera dans quel univers? Tu ne sais pas du tout encore, il y a des sujets qui t'amusent? J'ai des bornes en fait, effectivement. Ça ressemble à quelque... Je peux pas travailler sur des choses qui me passionnent pas. Donc effectivement, la food, je pourrais t'en parler pendant 150 heures de podcast. Ça a toujours été une passion. Le voyage, je trouve ça extrêmement intéressant de travailler sur l'hospitality parce que c'est une expérience totale, sensorielle, où tu crées des univers. Donc globalement, tu as compris, j'aime créer des choses lifestyle dont je pourrais être propre client tout en réinventant un petit peu les choses qui tournent autour de la créativité, de l'esthétisme. On sent déjà que tu as des idées en tête. Tu vas pas tout nous dire, mais... Non, honnêtement, non. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui doit me parler à titre personnel, du tangible. Du lifestyle. Et qui m'intéresse profondément. Et qui est très certainement autour de l'humain. Le deuxième critère, c'est que je veux que ça reste ambitieux. Parce que, en fait, l'ambition, quand même, lever des fonds, permet de bosser avec des gens brillants,
et que, faire des choses qui ont de l'impact et qui sont... Voilà, je n'irai pas lancer un resto de 40 couverts demain, ça m'intéresse. Ça plaît à certains, mais toi, c'est pas ce que tu recherches. Voilà, c'est pas ce que je recherche. Donc, rester dans une logique d'ambition tout en étant maître de son propre destin, en gardant un horizon de rentabilité, un business model qui est sain et qui fait que très vite tu rentres dans une logique où tu es le maître du jeu et tu ne dépends pas d'autres pour ta survie. Et enfin, je trouve qu'il faut être très, très précautionneuse sur le go-to-market. On en a un petit peu parlé. Ouais. Mais quelle est ma stratégie de croissance ? Et aujourd'hui, seulement dire, moi, je vais faire une super marque, et puis ça va être génial, je vais payer des influenceurs. Non, c'est suicidaire. Donc, c'est comment tu trouves des chemins de traverse. En l'occurrence, par exemple, sur Cellar, il y a une grosse partie de ce marché qui est déjà organisée, qui permet de trouver des clients finaux qui sont très intéressés par notre produit. Donc, comment est-ce que, dans les idées que j'analyse ou laquelle je réfléchis, c'est comment tu t'appuies sur un réseau qui a intérêt à te faire réussir et qui est prévisible, avec des coûts de croissance qui sont prévisibles, et pas juste en te disant, je vais dynamiter un peu de l'argent partout sur Instagram et ça va marcher. Tu pré-rationalises l'idée en réfléchissant notamment à la go-to-market stratégie. Voilà. Ce que moi, je dis tout souvent, qui fait partie intégrante d'une idée, quand je parle d'une idée d'entreprise, moi, je dis que c'est 3 points, 3 piliers. 1, une problématique ou une opportunité que tu veux adresser. Une solution unique à cette problématique et une go-to-market stratégie, c'est-à-dire une manière d'amener cette solution sur un marché. Parce que parfois, tu as beau avoir la problématique que tu veux résoudre et la solution pour la résoudre, tu sais pas du tout comment la rendre visible. Et effectivement, et puis je trouve que c'est quand on est quand on a un peu d'expérience et quand on avance dans l'entrepreneuriat, c'est assez satisfaisant d'aller réfléchir à quels sont les hacks ou les choses à mettre en œuvre qui pourraient se passer sur les effets de réseau, sur des choses auxquelles les autres n'auraient pas pensé pour rendre visible un concept. Donc, et est-ce que cette prochaine aventure, ça sera avec Quentin ? Peut-être ou peut-être pas. En l'occurrence, en sortant de Frichy, on se dit c'est très bien qu'on se donne de l'air. Finalement, un mois plus tard, directement tous les deux. On rebelote. On se rend compte quand même que c'est difficile. Et vous êtes passionnés par le même sujet, par les mêmes sujets, c'est-à-dire que ce bateau. Pas que. Quentin, il regarde des idées dans la finance. Okay. Moi, ce sera jamais mon. Enfin, voilà, on n'a pas forcément toujours les mêmes envies. Donc, ce sera avec ou sans, mais. C'est vrai qu'on a du mal à se passer l'un de l'autre et qu'on est quand même, mine de rien, assez complémentaires in fine. Puis ça fonctionne au quotidien. Et ça fonctionne. Alors, ça fonctionne aussi là, et on est très content d'avoir une 3e cofondatrice. C'est-à-dire que ça nous donne aussi un équilibre. C'est toujours bien. C'est pas mal. Mais qui est votre boss à proprement parler. En fait, ça nous aide quand même à structurer les choses, à devoir s'organiser pour qu'elles soient toujours à la page et justement à moins en parler au dîner. Je te disais tout à l'heure, je veux pas de frontières. C'est vrai que je veux pas avoir... moi, si je dois bosser un dimanche, ça ne me pose aucun problème. Et par contre, si je dois prendre mon lundi... Enfin voilà, d'accord. Y a pas est d'accord. Mais par contre, c'est quand même sain avec l'expérience de vraiment des Vous arrivez à parler d'autre chose que... Exactement. Et je pense que un des défauts, il y a énormément de trucs géniaux à entreprendre en couple, mais un des défauts, comme tu l'as cité tout à l'heure, c'est que tu as beaucoup plus de mal à prendre du recul. Et si tu te mets à parler que de ça et à tourner en boucle... tu manques de lucidité et tu manques de temps de repos et de coupure. Et ça, c'est trop important. Ouais, je t'expliquais que j'avais lancé mon activité justement dans l'hospitalité Iconic House avec mon frère et qu'il y a eu un temps d'adaptation et qu'aujourd'hui, alors c'est génial parce qu'on parle ensemble tous les jours, mais parfois je me dis qu'on parle souvent des sujets business et que parfois il faut essayer de faire la part des choses, de parler d'autres choses, de parler de la famille, de parler d'autres sujets et on en revient souvent. Après, on aime ça, on est passionné et effectivement, on met pas trop de limites entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle et je crois que ça appartient à chacun. Chacun réagit différemment par rapport à ça. Moi, c'est la vie que j'ai choisie et j'ai l'impression que toi aussi, c'est la vie que tu as choisie. En tout cas, merci Juliette de nous avoir fait rêver. Honnêtement, c'était exceptionnel. J'ai passé un très bon moment. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Je serai le premier à aller m'inscrire sur Cellar. J'espère. Merci à toi. J'espère t'accueillir à bord. À très bientôt. Merci beaucoup Thibaut. Au revoir.